OK, il faut que je dise OK, moi? Non, non. Ah, je sais pas, si ça t'est demandé, oui, mais sinon, non. Bon, voilà, je crois que c'est bon. Alors, je vais essayer de voir en me faisant plus gros, sinon ça va être petit pour vous, je pense. Bon, alors, j'ai toujours du mal à gérer mon diaporama en Zoom, mais c'est pas grave, hein. Enfin, c'est pas que j'ai du mal à gérer le diapo, c'est que j'ai du mal à gérer le chat, hop, les interventions et le diapo en même temps. Bien sûr. Alors, juste, voilà, je vais démarrer et vous dire tout d'abord un grand merci, hein, pour ceux qui d'abord, vous êtes présents, donc c'est chouette. Euh, Merci d'avoir répondu au questionnaire et n'hésitez pas, après, on y reviendra éventuellement parce que je pense que je le diffuserai du coup à plus grande échelle pour récupérer, mais en modifiant un petit peu des formules, mais n'hésitez pas à me faire des retours. Alors, quand même, pour vous contextualiser, pourquoi en réalité j'ai lancé cet atelier de travail au sein du CIRPA, je l'avais annoncé à un bureau et un CA et dire tout simplement très égoïstement que je suis sollicitée pour faire une intervention sur le sujet de l'emprise avec comme intitulé plus précis même la protection juridique de l'enfant face aux situations d'emprise. Donc face à cette commande qui m'a été faite, eh bien je me suis dit que ça rentrait particulièrement dans le champ du CIRPA de pouvoir avoir des avis pluridisciplinaires, des retours et j'ai envie de dire de nourrir ma propre recherche de juriste avec un certain nombre de regards pluridisciplinaires et pluriprofessionnels. D'où la sollicitation de travailler un petit peu ensemble sur ce sujet, sachant qu'on l'avait un petit peu abordé sous un angle différent dans des ateliers précédents dans le CIRPA à travers les ateliers qu'avaient menés Chantal et Fabien. Alors, juste pour vous contextualiser aussi un tout petit peu ce qu'il en est actuellement du droit, et vous faire l'état de mes premiers bilans de recherche. Et ensuite, on fera l'analyse du questionnaire et je vous ferai le retour des résultats du questionnaire. Alors, sur mes recherches, tout simplement, j'aime bien démarrer par une recherche purement sémantique de l'utilisation du terme emprise de manière légistique, c'est-à-dire par les codes. Est-ce que le mot emprise est utilisé dans des textes de loi? Et en fait, j'ai réalisé que c'était un mot qui était utilisé de manière assez récurrente dans le domaine patrimonial, parce qu'on parle d'emprise d'un bien. Bon, ça n'a rien à voir avec le sujet qu'on va avoir et qu'on va aborder ensemble, mais ça montre cette idée de presque s'approprier quelque chose, hein, de capter quelque chose. Donc c'est plutôt relatif à un bien plutôt qu'à une personne. Donc, je mets de côté, mais pour vous montrer que ce mot, il est utilisé et il retombe régulièrement sur Légifrance, mais dans une logique code de l'expropriation, code routier, code maritime. Enfin, donc c'est un mot qui est connu, mais qui est pas du tout connu dans la manière dont nous on voulait l'aborder. Ensuite, je l'ai retrouvé dans le code de l'éducation avec cette idée que le service public de l'enseignement supérieur est laïque, indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse. Donc, on voit que c'est une forme de pression qu'on pourrait subir de l'extérieur, pression politique, pression économique, et le service de l'enseignement supérieur doit être détaché hein, de cet éventuel, je dirais, impact emprise pour assurer un enseignement laïque et indépendant. Dans le code pénal, le mot n'apparaît de manière récurrente que parce qu'il y a la formule qui est sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. Donc la notion d'emprise est associée aux produits stupéfiants, du volet pénal, et donc ça constitue une circonstance aggravante pour bon nombre d'infractions. Donc, j'ai mis notamment des exemples en matière de violence, mais donc cette formule sous emprise manifeste, eh bien on la retrouve dans le code pénal. Mais on ne parle pas d'emprise d'ivresse, on dit sous état d'ivresse, mais on dit sous emprise manifeste de produits stupéfiants. Dans le Code civil, la notion est très, 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 très récente, puisqu'elle a intégré le Code en 2020, exclusivement dans cette idée selon laquelle la médiation familiale serait exclue dans les situations de violence, et puis après on a rajouté en 2020 d'emprise manifeste. Donc désormais, c'est la médiation familiale judiciaire. J'ai mis d'autres diaporamas, mais c'est vraiment la médiation familiale judiciaire qui est empêchée. Le juge perd son pouvoir
lorsque l'on évoque des situations d'emprise. Donc, là, je ne vais pas détailler plus que ça, mais c'est vraiment voilà, cette idée de la construction petit à petit dans les textes du Code civil, que lorsqu'il y a violence, et maintenant on oppose violence et emprise, hein, je vous ai mis les formules que le Code civil utilise. Formule, c'est vraiment, on ne peut pas proposer une médiation ni enjoindre une médiation, on peut le faire, pardon, sauf qu'il y a des violences qui sont alléguées à l'un des parents sur l'autre parent, ou sur l'enfant. Donc les violences, c'est un package, hein, il suffit juste de les alléguer. Et les violences, elles sont à la fois entre les parents ou d'un parent sur l'enfant. Ou alors, le texte nous dit, sauf emprise manifeste, je vais souligner, de l'un des parents sur l'autre. Donc, ce mot emprise apparaît pour la première fois dans le Code civil en 2020. C'est une addition de modifications de textes législatifs qui concernent les violences conjugales. On a voulu faire ressortir la notion d'emprise de manière autonome, sans véritablement ni la définir, ni dire de quoi il s'agit, ni faire de distinction entre l'emprise ou les violences, même ne serait-ce que psychologiques. Mais voilà, le législateur a fait cette distinction d'un côté, violence et emprise manifeste. J'insiste sur le fait que ces formules-là sont impératives pour le juge aux affaires familiales et aussi pour le juge des enfants. Parce que désormais, le juge des enfants peut, depuis la loi Taquet, ordonner une mesure d'assistance, une mesure de médiation. Mais il ne peut pas le faire, pareil, selon la même formule, s'il y a des violences alléguées par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant, ou s'il y a une emprise manifeste de l'un des parents sur l'autre. Donc ça, c'est la légistique. Donc vous voyez qu'en fait, le mot emprise, finalement, dans le domaine familial, il est relativement réduit. On le voit apparaître nulle part en matière d'autorité parentale, on le voit apparaître finalement nulle part en matière d'audition de l'enfant. Enfin, à aucun moment, ce terme-là n'apparaît dans les textes. Il n'est là que pour évincer le pouvoir du juge d'ordonner une médiation familiale judiciaire. Donc bon, là, je vous ai fait l'articulation des textes sur, au départ, on parlait que de violence, et le législateur en 2019 considérait que l'emprise était juste un processus des violences conjugales, et puis après, il a autonomisé les notions, et il a distingué la violence de l'emprise, qui me semble être peut-être, en tout cas, critiquable, en tout cas difficile pour moi à distinguer sur les violences psychologiques. J'ai observé la jurisprudence là avant de faire le séminaire d'aujourd'hui. Je me suis finalement rendu compte, mais je vais mettre un bémol quand même, hein, c'est-à-dire que moi, la jurisprudence auquel j'ai accès, c'est les bases de données Dalloz, LexisNexis, donc des éditeurs juridiques qui me permettent d'accéder à un certain nombre de matières civiles, mais j'ai pas toute la matière civile. Et j'ai d'ailleurs très peu de décisions JAF ou très peu de décisions JE qui sont entre mes mains. Donc c'est une vision de la jurisprudence qui est un peu tronquée puisque c'est la vision haute, j'ai envie de dire, du contentieux juridique, c'est la vision cassation et cour d'appel. Et je me suis rendu compte, là où je pensais que la notion d'emprise était quand même une notion assez fortement utilisée, j'ai fait des recherches sur 4 ans, 2020-2024, et finalement, eh bien, pour l'instant, en l'état de ce que j'ai observé, j'ai très peu de masse de décisions qui concernent l'enfant, l'autorité parentale, les droits de visite, avec la notion utilisée. J'ai pas tant de décisions que ça. Le terme n'est pas beaucoup employé, et quand il est employé, il n'est jamais défini. C'est-à-dire qu'on ne qualifie jamais l'emprise, on ne lui donne quasiment pas de critères, on l'affirme. Voilà, il est sous emprise, ou c'est plutôt les parents qui vont l'invoquer dans leur motivation. Mais en réalité, les juges prennent cette notion, voilà, la posent, mais n'en font pas une définition particulière. On se rend compte que les effets de l'emprise du côté du droit peuvent donner lieu d'abord à une pluralité de situations d'emprise. On l'évoque dans des relations de parent à parent. On peut évoquer la notion d'emprise d'un parent sur l'enfant, et on peut aussi évoquer de l'emprise avec des tiers, et notamment des grands-parents, où ce sont les grands-parents qui ont un effet d'emprise sur l'enfant. La notion d'emprise peut amener aussi
à prendre des décisions plus ou moins variables, des mesures de placement, des mesures d'accompagnement à domicile, avec l'idée que le placement peut constituer vraiment un sas de déconditionnement. Donc, pour sortir l'enfant de cette situation d'emprise, eh bien, on bascule sur une logique de placement. Les contacts peuvent être du coup considérés comme nécessaires d'être médiatisés, voire carrément suspendus. Et il arrive aussi qu'on peut prononcer une autorité parentale exclusive à l'égard du parent qui serait victime de l'emprise de l'autre et qui n'arrive pas finalement à sortir de cette contrainte, de cette domination qu'un parent va exercer sur l'autre. Et a priori, mais là c'est très 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 peu que j'ai vu ça pour l'instant, la question de l'audition de l'enfant pourrait être entachée et on pourrait considérer que l'enfant n'est pas discernant quand il serait sous emprise. Mais tout ça, finalement, n'apparaît pas de manière massive dans la jurisprudence et dans les décisions que j'ai pu étudier. Alors voilà pour un premier point de ce que moi j'ai pu observer en droit. Et sur les résultats du questionnaire, donc si vous voulez qu'on fasse un mini point sur ce que je viens de vous dire, je serais ravie d'échanger. Et après, je vous donne les retours du questionnaire auquel vous avez participé. Est-ce que vous avez des points, vous, de commentaires, de retours à faire sur ce que je viens de présenter très succinctement? Moi, la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on montre l'emprise, en fait, puisqu'on n'arrive pas vraiment à la définir, et quels sont voilà, les critères objectifs, parce que la violence physique, on peut la montrer. La violence psychologique, c'est vachement compliqué, je trouve. Ben oui, effectivement. Et je pense que c'est l'un des points qui rend le travail complexe. Alors, vous verrez ce que nous dit la Cour européenne sur un des arrêts que j'ai trouvé, je vous le ferai à la fin, ça. L'importance des expertises qui apparaissent comme un peu le saint graal de l'évaluation. Et donc, en gros, c'est comme si on déplaçait la qualification sur les experts. Donc, cette idée que pour pouvoir parler à un moment donné de contrôle, de domination ou d'emprise, après, en tout cas d'abus dans l'autorité parentale, il faudrait une expertise pour pouvoir déjà la tester. Et là, ben, effectivement, on déplace du côté des juristes cette idée qu'il nous faut quelqu'un de compétent, d'expert, pour pouvoir dire il y a ou il n'y a pas. C'est une des choses qui ressort des décisions, mais que je vous garderai à la fin. C'est une question que tu avais posée dans le questionnaire et elle n'était pas évidente, même pour une psy, tu vois, d'arriver à trouver des critères. Alors là, je regarde au niveau de la littérature ce qui existe, mais c'est pas si simple en fait, à part les mouvements sectaires, par exemple, desquels on peut sortir les enfants. Quand c'est dans la relation individuelle, en fait, quand c'est à deux, un parent et son enfant, bah, c'est complexe, je trouve. Ok. C'est super que tu aies fait le lien avec le volet sectaire, parce que là aussi, je vous ferai un lien, moi, avec la récente loi sur sur la volonté de renforcer dans le domaine pénal les sanctions dans le domaine sectaire. Et je me suis servi, en fait, des définitions du code pénal pour discuter avec vous de ce qu'on pourrait voilà, utiliser dans le texte du domaine pénal et le rapprocher du coup de la notion d'emprise, en tout cas échanger, quoi. Alors, sur le questionnaire, bon, juste pour vous montrer qu'il y a une diversité c'est chouette, voilà, de participants. Hein. On a des enseignants, des avocats, des doctorants, des magistrats, des médiateurs, des psychologues. D'ailleurs, du coup, j'ai pas fait la suite, on a fait un copier-coller, mais voilà, on a quand même une richesse de participants. Donc, sur 17 participants, mais c'est volontaire de l'avoir réduit hein, pour l'instant. Hein. Donc, je l'ai pas diffusé, je l'ai pas mis sur LinkedIn. Enfin, je suis pas partie sur une diffusion avant de le faire en mode public, grand public. Je voulais qu'on puisse discuter ensemble. Donc, quel mot associez-vous le terme d'emprise? Donc, du coup, j'ai repris chacun de vos mots, de vos propositions de mots, et je vous les ai mis dans l'ordre du nombre de fois, les numéros correspondent au nombre de fois qu'ils ont été indiqués par vos réponses.
Donc, le mot domination, il arrive en tête. Pour certains, enfin, au total, soyons précis, hein, certains d'entre vous ont donné plusieurs mots, pas simplement un seul mot. Et donc, j'ai comptabilisé à chaque fois que le mot sortait. Et donc, on a 7 fois le mot domination ou domination malsaine qui ressort. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez, un micro, voilà, merci. Donc, vous voyez qu'en fait, il y a pas mal de mots qui sont du côté, si je peux utiliser ce mot-là, même si j'aime pas trop, mais en tout cas du côté de l'auteur, la domination, violence, manipulation, pouvoir. Alors, destruction, on est peut-être aussi du côté de l'auteur. Soumission, c'est plus du côté de la victime. Coercition, contrôle, dépendance. Après, on est sur des mots qui ont été cités qu'une seule fois, mais qui rejoignent assez globalement un nombre de sémantiques. Emprisonnement, conditionnement, usurpation de pouvoir, conflit de loyauté, suggestion, souffrance, séquelles, processus, abus de loyauté, peur, instrumentalisation, influence, enfermement, aliénation. Voilà, donc je trouvais que c'était intéressant de vous mettre en perspective les mots qui ont été évoqués, parce qu'on voit bien quand même que se dessine d'un côté une domination, vraiment une domination, une coercition, une prise de pouvoir. Enfin, il y a plein de mots qu'on peut mettre ensemble, en fait, qu'on peut grouper. Et de l'autre, un mécanisme de soumission, de conditionnement, de souffrance, de suggestion. Voilà. Donc, on a vraiment ces deux pans, je pense, dans l'emprise, ces deux facettes qui, qui fait on a un mécanisme, un processus qui aboutit quand même à un résultat. Dit comme ça, il faut quand même que autrui se retrouve dans une situation d'emprisonnement, de suggestion, de soumission, apparemment, selon vous, pour que on puisse considérer qu'il y a emprise. Et ça se discute, hein. Donc après, je ne sais pas comment vous voulez qu'on procède. Si vous voulez que je déroule le PowerPoint ou si sur chaque slide, vous voulez faire des petits retours. Moi, je pensais vous le dérouler, mais n'hésitez pas, si ça vous vient spontanément, à faire des échanges. Ça me dérange pas du tout, hein. Donc, je poursuis, hein. Oui. Je prends ça pour vous. Retour sur la définition que vous avez mis, hein, qui est le Centre de ressources nationales, hein, donc c'est juste un gros dictionnaire, le CRNTL, et on avait mis sur emprise, domination exercée par une personne sur une ou plusieurs autres, qui a pour résultat qu'elle s'empare de son esprit ou de sa volonté. Globalement, vous êtes quand même quasiment la moitié, on va dire, qui trouvait la définition assez satisfaisante. Pour les autres, c'est pas que vous la trouviez satisfaisante, c'est que insatisfaisante, c'est que certains des termes de la définition vous interpellaient. Le terme de domination est celui qui a été voilà, parfois le plus relevé, ce qui était étonnant puisque on me dit dans les commentaires la domination est un terme qui est discuté ou discutable, pour autant c'est le terme qui a été spontanément mis en avant. Donc c'était assez rigolo de voir presque le paradoxe des éléments, hein. Le mot domination est celui qui emporte la conviction de manière majoritaire, mais quand on le voit écrit dans la définition, c'est celui qui questionne. Donc c'était rigolo. Ensuite, en gros, hein, pour résumer les commentaires, ne fait pas assez ressortir la complexité du processus et cette idée aussi éventuellement de destructivité de l'autre, de sa dépossession de l'autre. Bon. Donc je continue. L'emprise est-elle pour vous une qualification scientifiquement reconnue? Alors, c'est assez marrant de voir, hein, c'est qu'on se retrouve avec quand même 75% de non. Donc là, je vous ai mis la répartition par professionnel, hein. Donc, on est plutôt sur des non et quand même 25% de oui. Dans les 75,
réponses, hein. 4 réponses qui considèrent que oui, c'est scientifiquement reconnu. Voilà, donc ça, c'est aussi intéressant de voir que pas tous même la même perception de cette qualification, où ben, pour certains, ça c'est scientifique, pour d'autres, ça l'est. Mais je peux intervenir, Caroline? Oui, bien sûr. Moi, j'ai eu du mal avec cette question. Je crois que je ne l'ai pas comprise. Si tu peux la remettre parce que je ne savais pas si tu voulais qu'on prenne position. Est-ce que le terme d'emprise, en quelque sorte, est scientifiquement reconnu ou enfin, j'ai pas été à l'aise avec la formulation de la question. Est-elle pour vous une classification scientifiquement reconnue? C'est le scientifiquement parce que tu parles les psychanalystes, ça fait 30 ans qu'on parle de l'emprise, qu'on a des critères, dans les couples, quand on fait de la thérapie de couple. Est-ce que ça, c'est scientifiquement, Bah oui. oui, enfin, tu sais que la psychanalyse est quand même souvent, décriée comme non scientifique. Oui, C'est le c'est terme de sûr que scientifique. qui t'a perturbé, oui. Ouais, parce que je sais pas quels sont les critères de la reconnaissance scientifique. Oui, effectivement, je comprends mieux Parce que le pour malaise moi, de en la tant que question. psychologue clinicienne, pour moi, l'emprise, c'est une qualification, reconnue. Le mot scientifiquement, enfin bon, moi, c'est dans les textes, c'est dans l'accumulation des études de cas, donc pour moi, c'est scientifiquement reconnu, mais voilà, je trouvais difficile cette question. Oui, alors peut-être que surtout quand on l'accompagne pas d'explication ou quoi que ce soit, et j'avoue qu'en fait, pas scientifiquement reconnu, Qu'est-ce que tu voulais euh, savoir, en fait? je voulais savoir si de manière pluridisciplinaire dans nos différents champs, on considérait que c'est une notion qui est définie d'une certaine façon, reconnue, Oui, qualifiée euh, avec des critères objectifs, enfin, tu vois, oui, oui, d'accord. et qui permettent collectivement de s'entendre sur une qualification dont on va tous considérer qu'elle a à peu près le même sens, à peu près les mêmes conditions d'observation, si tu veux. Hein. Voilà, bah, il faut tel ou tel ou tel ou tel critère pour qu'on puisse considérer que l'on bascule dans l'emprise, ou tel et tel et tel et tel résultat. Voilà, d'une certaine façon, c'était dans ce sens-là que je voulais parler de qualification scientifiquement reconnue, tu vois. D'accord. Donc dans mon champ, je maintiens le oui. OK. Ok. Euh, alors, d'autres commentaires du coup? Ok. Pareil pour cette question, moi je suis allée voir la littérature en fait. Ouais. Tu vois, a priori, comme ça, j'avais pas trop d'idées là-dessus, pour les mêmes raisons que Chantal, en fait, je rejoins un peu. C'est, voilà, est-ce que c'est défini scientifiquement par des psychothérapeutes? Est-ce que, voilà, pareil, même remarque. Mais du coup, qu'est-ce que Il tu as s'avère qu'il y a assez, bah, il s'avère qu'il y a assez peu de définitions, il y a des critères. On a des critères, ça concerne beaucoup les couples, en fait. Et, je sais plus ce que j'ai répondu. Je pense que j'ai répondu non, moi. ça, je sais pas parce qu'en plus au début, j'avais complètement Mhm. anonymisé le. Vous Très bien. n'aviez pas à mettre vos noms ou prénoms, Ouais. Ah oui. ce qui fait que pour certaines réponses au début, je suis vraiment à l'aveugle. Et Mhm. après, je le sais. Et pour certains T'arrives pas à le connaître? d'entre vous où j'avais demandé de manière facultative à mettre les noms et prénoms. Euh, mais voilà, donc je sais pas, je suis pas sûre de pouvoir avoir tout. Je Oui, sais, enfin, peu importe, peu c'est pas, importe en fait, tu vois. Mm. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, après pour rejoindre, par contre, ça, je savais que Chantal Jaouch, qui n'est pas là avec nous aujourd'hui, me mettait que il y a très peu de littérature sur l'emprise dans le Ouais, rapport parent-enfant. il y en a Il y en a à la limite dans pas. les rapports. Non, t'es allé dans les paramètres, là, c'est pas grave. Faut Alors, je sais sortir pas de qui là. c'est Ouais, voilà, super. parents en même temps. Ah, c'est chez moi, c'est dans mon bureau, mais je vais éteindre mon Ah, micro. Mm. ah oui, pardon. Je suis à Et la donc, fac. ouais.
Et donc, du coup, moi, voilà, c'est-à-dire que je voulais aller, c'est un petit questionnaire, hein, je voulais aller voir si pour vous c'était quelque chose vraiment d'acquis. J'ai envie de dire que ça faisait consensus dans tous les domaines et que la notion avait sa définition, ses critères objectifs, un peu comme des éléments de psychopathologie dans certains trucs et que c'était complètement bien classé. Ma question, elle était un peu là, quoi. Est-ce que il y a, il y a un classement de cette notion et elle a une reconnaissance. Définition de philosophie du droit de cette notion, j'avoue que j'en sais rien. Y a-t-il une définition de philosophie du droit? Il faudrait que j'aille chercher. Moi, en droit, j'ai pas de définition. Enfin, on n'a clairement pas de définition de la notion d'emprise. Et cette notion, quand je vois comment elle a été intégrée en 2020 dans l'étude de la législation de 2020 qui repose sur les violences conjugales, ils nous disent que c'est une sémantique qui vient du champ médical, enfin, qui vient du champ entendu au sens large, qui n'est pas du tout une notion qui vient du droit et qui expliquerait justement quelque chose de très particulier qui est de l'ordre d'un processus. Enfin, il y a quelque chose qui quand même revenait dans les débats législatifs, c'est cette idée d'un processus qui se met en place, voilà, qui prend du temps et qui crée un déséquilibre particulier dans les deux personnes. En tout cas, vu que c'était le couple qui était visé, c'était dans les deux personnes voilà, qui se mettaient en situation, un, d'auteur, deux, victime. Voilà. Et qu'il n'y avait pas d'inversion. On basculait pas d'un coup de bourreau à victime, de victime à bourreau dans un mécanisme d'emprise. C'est ce que j'avais l'impression d'avoir lu, moi, dans les débats législatifs. Mais j'ai pas de définition. Alors, emprise, J'ai juste oui. une question par rapport à ça. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de voir quelle est est-ce qu'il y a une notion de limite? Je pense notamment dans le cadre des enfants qui sont en situation d'urgence, dans les zones de conflit ou dans les zones où il y a des problèmes de problèmes climatiques et où ils sont déplacés pour des raisons X et Y. Est-ce que la notion d'urgence peut rentrer en jeu ou est-ce que c'est pas encore abordé? Je sais pas, je m'exprime très mal, mais peut-être le passé c'est pas assez clair pour moi, mais voilà, je me posais la question de savoir si la notion d'emprise a un degré, on va dire, qui est lié à l'urgence ou pas. Oui, je sais pas, j'aurais un peu, faudrait peut-être travailler ça. Alors, si je comprends bien la Est-ce que question, je me suis... enfin, Ouais. est-ce que l'emprise peut venir d'un élément extérieur, d'une forme de vulnérabilité liée à une situation extérieure, situation traumatique, guerre, conflit armé, urgence climatique? C'est ça votre question? Moi, j'ai jamais vu que dans la notion Oui, d'emprise, il y avait euh, finalement des éléments extérieurs aux personnes euh, qui venaient. Après, la seule chose que je peux par contre mettre en parallèle, c'est qu'on peut être sous l'emprise de quelque chose et pas de quelqu'un. Par exemple, sous l'emprise de stupéfiants. Donc, cette formule d'être sous emprise n'est pas exclusive de deux personnes. On peut être sous emprise d'une chose, donc d'un bien. Mais le résultat au pénal, c'est la recherche de la perte de conscience, c'est la perte de contrôle du libre arbitre. Donc c'est la chose qui met la personne dans une perte de contrôle. Alors que les éléments climatiques, la guerre, ne vous fait pas perdre votre libre arbitre, nécessairement. Elle vous met en situation de vulnérabilité, mais vous n'êtes pas en position de perdre votre libre arbitre. Je pense pas. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas vu dans les écrits, dans ce que j'ai pu lire, un lien entre emprise et situation, on va dire, d'extériorité telle que vous avez pu le décrire. J'en ai pas vu de lien.
Donc, l'emprise est-elle nécessairement un mécanisme réalisé de façon intentionnelle? Alors, vous êtes 70% à répondre non, mais en fait, vous êtes plus que 70% à répondre non parce que les autres qui ont fait des commentaires, plutôt entendre que c'est pas forcément l'un, c'est pas forcément l'autre. Donc, c'est plutôt non. Hein. C'est-à-dire que globalement, l'emprise peut être à la fois consciente ou inconsciente, elle peut être volontaire ou non volontaire, enfin, intentionnelle ou non intentionnelle. Pour moi, se dégage quand même une forme de consensus dans le fait que c'est très complexe et que c'est pas nécessairement une intention consciente de celui qui met sous emprise l'autre. Voilà, cette espèce de malveillance intentionnelle n'est pas un critère exclusif de la notion d'emprise. Il peut y en avoir, mais pas que. Vous confirmez? Vous êtes d'accord? Ce qui est difficile quand même avec l'emprise, c'est justement, nous, tu parles de l'autre, on n'arrête pas de parler, pas conscient, inconscient l'un ou l'autre, hein, mais de l'autre, avoir une emprise sur un autre, que ce soit un adulte ou un enfant. Or, dans l'emprise, selon moi, la difficulté, c'est que l'autre, il n'existe pas de la même manière que pour toi et moi, enfin que pour vous et moi. Alors, on peut dire que on perçoit, alors on pourrait dire, si je parle comme les analystes, qu'il est chosifié, c'est-à-dire que c'est pas la, y a pas, on met pas l'autre à une place c'est la question de l'altérité. C'est vachement dur à expliquer, hein, parce que la question d'emprise est difficile. Mais quand on travaille dans des situations d'emprise d'un adulte sur un autre, on s'aperçoit que l'autre, il n'est pas pris pour un sujet équivalent, un humain comme moi je le suis. C'est-à-dire qu'il y a un mécanisme je ne sais pas comment dire. Donc c'est vraiment difficile dans ces cas-là de parler d'intention consciente ou pas. Alors moi je parle de l'emprise avérée. On sait, tu l'as dit tout à l'heure, c'est un processus et il y a des degrés d'emprise, hein, moi j'y vais fort là. Mais dans les cas d'emprise qui mettent en danger l'autre, que ce soit un enfant ou un adulte, il y a un trouble pour moi psychique qui fait que l'autre n'est pas perçu comme nous on perçoit l'autre, c'est-à-dire comme un équivalent à moi-même. Mais donc, Je ne sais pas si je suis claire parce que c'est difficile à expliquer. Hein. il y a des commentaires. Moi, je veux bien que vous échangez sur ce volet-là, hein, enfin, librement en prenant le micro, hein, ça sera plus facile pour travailler la notion. Moi, je pense que, si tu veux, dans ma perception de juriste, c'est un peu cette idée de dire, quand je vous ai posé la question, c'est est-ce que véritablement celui qui est du côté, on va dire de l'auteur, hein, pour simplifier la chose, celui qui est du côté de l'auteur, est-ce qu'il a lui-même conscience et une volonté d'être celui qui va contrôler l'autre? Est-ce qu'il le fait en pleine conscience de cause, hein, c'est-à-dire qu'il a conscience de son propre processus, de sa malveillance, entre guillemets, et de la volonté de? Pour moi, non. C'est-à-dire que pour moi, l'emprise, tu peux le faire de manière totalement, si tu veux, inconsciente, sans réaliser que tu viens réifier l'autre, que tu viens finalement le mettre à la place d'objet, et que tu le fais pas de manière consciente. Tu réalises pas que ton processus, ton mécanisme interne d'auteur, de mise en domination, va réifier l'autre. Tu le fais, mais sans avoir la conscience de le faire. Ça, c'était ma question. Est-ce qu'il faut, quand tu parles d'emprise, considérer que c'est possible de le faire sans en avoir conscience? Formuler différemment, si tu préfères. Pour moi, oui. Pour moi, oui. Souvent, alors je suis désolée, j'ai ma collègue en face, c'est pour Oui, ça que vous entendez deux voix. Pour moi, oui, parce que quand on les met face à ce mécanisme d'emprise, en fait, ces patients-là, souvent, ils sont dans le déni de cette chose-là et ils nous ramènent à eux-mêmes, en fait. C'est-à-dire que c'est souvent, oui, mais moi, il y a un fort narcissisme, en fait.
avec un peu même de l'impression inverse, c'est-à-dire qu'ils sont victimes de quelque Ouais, ouais, ouais. chose, ils Mais ont que tout donné moi, pour je te cette conseille personne, de voir etc., si en termes etc. de Donc il y a même matériel, le processus un peu inverse, possibilité. en fait. Je ne sais pas si ça rentrera dans leur Ben oui, moi je pense, d'où le fait, mais bon, de pouvoir voir que ça s'élargit finalement. Enfin, après, c'est que. Et puis après, l'emprise ça coûte n'existe quelques que flammes. parce qu'elle a la Un, relation a de la un valeur petit pour les tapis chez deux Decathlon, ça doit personnes, en coûter peu fait. cher, hein. Elle n'existe pas si pour l'individu qui est sous emprise, il n'y a pas d'enjeu à la relation. Ah, ouais, parce que tu prends les tapis un peu Toujours plus qu'il y a un épais. enjeu à la relation. C'est soit une relation Ouais. d'amitié, soit une relation amoureuse, soit une relation parent-enfant. Pour moi, ça se passe dans ce cadre-là. Ouais, là, je regarde C'est comme les ça que ça doublinettes, ils sont s'envisage, en déjà fait. à 22. Oui, parce que ça peut Après, être aussi je d'autres connais types de moins le relations contexte, je connais avec les moins le sectes contexte du travail, 4 €, quoi. mais Et il y a la ils font question de la 6,5 secte, bien sûr. quoi. et dans le travail aussi, je pense. Ouais, bien sûr, mais je connais moins cette question-là. Mais je pense aussi qu'elle peut exister Ouais, dans le monde du ça permet travail au parce moins que la qu'ils soient personne pas qui à exerce même son emprise, carrelage, quoi. elle Enfin, exerce même d'une au sol. manière un peu Bon, affective, en fait, et c'est toujours malsaine. ça, mais effectivement. C'est-à-dire qu'elle fait jouer Par contre, des mécanismes qui relèvent cette année, je pense que ça va de la être loyauté, trop par tard. exemple. Mais on peut aussi, je vais me le noter, essayer de voir si on peut pas Elle renvoie à la loyauté essayer de ça, l'autre, donc, c'est-à-dire que un peu l'autre faire personne rentrer lui dans des doit trucs de quelque ces chose, pommes, en fait, mais à titre individuel, pas pour pour l'entreprise, que pas pour on ait aussi un peu limité quelque ça de chose ce qui côté-là, serait qu'on puisse plus être levier à ou la tapis société et plaid ou le service. pour la pleine conscience. Oui, Je vais mais aussi ça demander à Nancy. ramène Après, donc ça dépend de l'auteur toujours à lui-même. Mais est-ce que, parce bon, que après on va je passer sais parce qu'il que a de toute du façon, matériel. Il a du je pense pas que ça matériel soit aussi. un Ouais, bah, ça sert critère à du ça, coup pour comme moi. En gros, l'idée je finis par en connaître faire un un petit peu les critère ou trucs pas à un droite à critère. gauche. L'idée, Ça c'est vous aussi que je embête peux de vous couper faire le micro du comprendre. coup parce que pour moi, la question, c'est vraiment de se dire, est-ce qu'on en fait un critère vraiment de l'emprise, de dire celui qui est du côté de l'auteur doit être nécessairement conscient de son propre mécanisme pour parler d'emprise. Et moi, je pense pas. Mais je sais pas. Voilà. Mais pour moi, on peut être dans une forme de déni d'un mécanisme et de le réaliser, enfin, d'aboutir à un résultat sur l'autre dont on n'a pas véritablement conscience. Voilà. Pour moi, Oui. Moi, je trouve très, très difficile hein, ce qu'on est en train d'échanger, parce que le déni, c'est un mécanisme de défense, donc tu l'utilises quand toi, tu peux plus. C'est un mécanisme de défense, le déni. Donc, il est inconscient. Mais ça ne veut pas dire que tu n'en es pas responsable. Parce que moi, ah, mais j'ai pas dit ça, hein. J'ai pas dit qu'on n'était pas oui, responsable, hein. oui. Non, non, mais tu n'as pas dit ça. Mm. J'ai bien entendu, hein, Caroline, que tu dis pas ça. Mais moi, j'entends bien qu'il me semble qu'au niveau de la justice, ce qui est important, c'est de savoir si l'auteur des faits, en gros, il est conscient quand il le fait et enfin, ça pourrait être un des critères d'un juriste, selon moi, ou s'il n'est pas conscient au moment où il le fait. Et moi, je trouve que c'est complexe parce qu'on oublie la jouissance de l'auteur quand il touche sa cible, il y a une jouissance qu'il ressent. Alors après, c'est quoi d'en avoir conscience ou pas? Enfin, ça nous fait aller très. Enfin, ton questionnaire, moi, j'ai failli l'abandonner. Je l'ai pris 5 fois en disant, elle me casse les pieds, je laisse. Réponds oui par non. Mais c'est drôlement intéressant, hein. Mais c'est intéressant de le faire en interdisciplinaire, justement, Mm. le propre du CIRPA. Mais c'est très, très difficile parce que de répondre oui, non, moi, l'intention consciente de contrôler l'autre, je pense qu'il y a certaines fois, il y a une conscience de contrôler l'autre. Mais Ah, mais je dire, te dis pas qu'il y a pas, hein. Ça, pour moi, il y a les cas où il y a conscience, puis il y a ils des sont, moments, ce sont quand même des processus. Et l'emprise, en fonction du degré d'emprise, en fonction de d'autres critères avec est-ce qu'il y a quelque chose dans la parce que il peut y avoir des couples, on parlait des couples, je pense des couples d'adultes du coup, où il y a des emprises réciproques et alternatives. Enfin, moi, ce que j'ai peur avec les questionnaires, c'est de la réduction, tu vois, oui, mais bien sûr, mais là, c'est pour ça que d'ailleurs, je l'ai fait en sorte
qui soit, si tu veux, déjà entre nous, qu'on puisse en débattre, Oui, qu'on mais puisse l'idée remettre de pour la moi, c'est nuance. pourquoi en quoi cette question, elle est importante pour toi? Est-ce que c'est d'un point de vue juridique pour savoir si tu peux accuser quelqu'un et entre guillemets «le condamner» parce qu'il fait ça consciemment et donc ça se fait pas de détruire quelqu'un consciemment? Tu vois? Toutes les fois je me suis dit: «Mais pourquoi elle nous pose cette question? Qu'est-ce que tu en quoi ça» tu vois? Où est-ce que ça doit nous aider? Bah, moi, je vais te dire, après, le problème, c'est que moi, je voulais justement pas vous influencer de trop, mais l'idée, c'est que si nos perceptions individuelles, et je voulais voir ce que ça donnait, si nos perceptions individuelles considéraient que l'emprise était nécessairement un mécanisme voulu, conscientisé, euh, forcément, on allait lui réduire son champ, si tu veux, de D'accord, cible. d'accord. Il allait être réduit. Et donc, je ne sais pas moi, un parent qui fonctionne avec des mécanismes de domination, de mise sous soumission, etc., mais qui n'en a pas conscience, ben, on ne va pas lui mettre le mot d'emprise et on va peut-être pas le traiter de la même façon, alors que c'en est une. Et Mmh. moi, c'est un peu comme la négligence. La négligence, elle peut être intentionnelle ou non intentionnelle, et pourtant, ben, Le il y a résultat est le même. le Oui, oui, résultat est le même. Tu vois ce que je veux dire? oui, Et oui. donc, moi, d'une certaine façon, maintenant vous avez mon avis, si on réduit la notion d'emprise à quelque chose de strictement conscientisé, tu ne vas prendre du coup les situations et les traiter que si on rentre dans ce critère-là. Or, pour moi, t'en es pas un. Voilà. Mmh mh. T'en es pas un. C'est pour moi la notion d'intention ou de non-intention, de conscience ou de non-inconscience du mécanisme ne doit pas être un critère parce que sinon il est trop réducteur. C'est exactement comme la négligence, pour te faire un parallèle. Ouais, je comprends. Et donc, ce qui devient important dans la négligence, c'est l'abstention d'un côté, le résultat de l'autre. Tu vois ce Mmh. que je veux dire? Oui, Que oui. celui qui s'abstienne le fasse conscient, de manière consciente ou inconsciente, bon ben, il s'est abstenu, voilà. Et de l'autre côté, tu as un résultat qui est un résultat néfaste sur l'enfant et il faut traiter la situation. Voilà. Et donc, moi, je voulais voir ce que vous en pensiez. D'une certaine façon, ben, globalement, on voit bien que c'est complexe, mais vous auriez plutôt tendance à me rejoindre et à dire que bah, c'est pas un critère. Évidemment qu'il y a des emprises intentionnelles, conscientisées, avec cette jouissance de l'autre, d'aller soumettre l'autre, de contrôler l'autre. Il y a quelque chose de très jouissif dans ce Mmh. mécanisme-là, mais parfois il peut l'être sans forcément avoir cette intentionnalité particulière. La domination va se mettre en place. Elle est un processus qui peut être considéré comme normal chez l'autre. Et donc, pour autant, le résultat, il amène à ce que. Et moi, voilà Je pourquoi je suis comprends posé cette mieux. question. Oui, merci. Je comprends mieux ce que oui, oui. Alors, sur les autres questions, l'emprise est très souvent associée à la relation de couple. Peut-on dire qu'il existe également un mécanisme d'emprise? Alors là, pour le coup, il y a une unanimité, donc il n'y a pas de débat, pas de Oui. nuance non plus. Il est évident pour tout le monde que l'emprise peut être également dans un rapport vertical, Mmh. parent-enfant. Euh, Là où, d'une certaine façon, c'était pas la première intrusion moi, de la notion d'emprise dans le droit. Elle s'est faite dans un rapport horizontal dans le couple, on en parle beaucoup dans le couple, mais finalement, dans la relation parent-enfant, très peu. Mais je suis ravie de voir que pour vous tous et tous, elle est existante. Alors là, ça va être difficile à lire, mais de toute façon, vous aurez le PowerPoint et je ne pouvais pas non plus tout resynthétiser sans abîmer les commentaires. Donc, ce que j'ai fait à chaque fois, c'est que aux questions posées, j'ai mis la qualification de celui qui a répondu, sans mettre le nom, et voir finalement les réponses qui ont été apportées. Donc, quelles sont pour vous les caractéristiques principales de l'emprise exercée par un parent sur l'enfant? Alors, grosso modo, hein, c'est ce qui revient, c'est soit cette idée d'un résultat très particulier, c'est-à-dire évincer l'autre parent. Donc, vous avez fait ressortir l'idée que c'est la motivation, c'est d'écarter, donc d'obtenir comme résultat, d'écarter l'autre parent.
pour d'autres, finalement, c'est plutôt plus large que ça. Il n'y a pas forcément une logique d'éviction de l'autre parent dans l'emprise verticale. C'est tout simplement de mettre l'enfant sous la dépendance. Voilà. Et d'en faire finalement un objet, de le réifier et de venir plutôt satisfaire son propre désir de parent plutôt que d'aller satisfaire les besoins fondamentaux de l'enfant. Je fais à gros traits les deux grands pans de ce que j'ai pu lire. Et voilà, je suis ravie d'échanger avec vous de vive voix si vous. Moi, je pense de mon prisme à moi que la notion d'emprise, c'est quelque chose d'assez large, qu'il faut envisager de manière assez large. C'est-à-dire que on met sous domination, à mon sens, sous soumission l'enfant pour obtenir la satisfaction d'un intérêt personnel, y compris peut-être cet intérêt d'aller évincer l'autre parent, ça en fait partie, mais c'est pas exclusivement ce résultat-là qui compte pour qualifier d'emprise. On peut avoir des situations d'emprise sans forcément chercher à vouloir évincer l'autre parent. Mais ça, je suis pas sûre que tout le monde soit d'accord avec ça. Donc, moi, dans mon idée d'emprise, c'est vraiment on bascule dans un résultat où on ne vient plus satisfaire les besoins fondamentaux de l'enfant. Mais ça peut être autre chose. Mais parmi les besoins fondamentaux, il a évidemment le fait d'avoir des relations avec son autre parent. Donc ça peut aussi être un des caractéristiques principales de l'emprise, chercher à évincer l'autre. Ouais. Ça vous laisse un peu dubitatif, non? Ou c'est que vous n'avez pas d'objection à faire avec les commentaires? Personnellement, c'est parce que je suis entièrement d'accord. Bon, bonjour Isabelle, j'avais pas vu que vous étiez là. Bonjour, oui, je suis arrivée un peu en retard, désolée. Ah, pas de souci. Bon, alors je continue comme ça. De toute façon, je vous donnerai après le. L'emprise est-elle une notion que vous retrouvez ou utilisez en justice? Alors, j'ai eu, pour ceux qui ont répondu, on n'est pas du tout sur le même nombre complet, si remarqué. Donc plutôt des oui, quelque chose que vous avez l'air de retrouver en justice, sachant que là, on était sur une notion très large. J'ai parlé emprise et pas nécessairement emprise dans le rapport avec l'enfant, dans le rapport conjugal. Donc globalement, il y a plutôt des réponses qui sont vers le oui et d'autres qui répondent vers le non. Alors pour le non, on a un doctorant et deux médiateurs. Ce qui réduit un tout petit peu, enfin non pas que, mais le médiateur est moins en justice que l'avocat ou le magistrat. Mais le reflet des réponses, moi, même si elle est majoritairement positive, m'intéresse d'avoir vos avis là à l'oral parce que moi, j'en ai pas vu beaucoup. J'en ai pas vu tant que ça. Je m'attendais vraiment à le voir écrit. Il y en a peut-être plus qui sont dans les écrits des conclusions des avocats, mais dans les décisions de justice auxquelles j'ai eu accès, et j'insiste sur ce que j'ai eu accès, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le sommet, c'est plutôt cour d'appel, cour de casse. J'ai peu de matière en premier instant. J'ai très peu vu apparaître le mot dans la motivation des décisions de justice. Donc, ça m'a donné la sensation où moi, je me suis dit, oui, cette notion, elle est partout, j'en entends parler partout, il y a quand même une sorte de focus sur la notion, et quand j'ai fait mes propres recherches, j'étais un peu déçue de la matière que j'avais. Alors, est-ce que la matière haute n'en fait pas évocation et que, en première instance, vous le voyez beaucoup, et ça, du coup, ça fait un décalage, ou est-ce que c'est plutôt dans les écrits respectifs que vous le voyez et que dans les décisions, in fine, ça n'apparaît pas? Est-ce que pour les avocates qui seraient présentes? Alors, pardon. C'est Isabelle, du coup. Oui. Le terme même emprise, moi, je ne l'utilise pas parce que j'estime que c'est un terme qui doit répondre à des critères précis, etc., qui relève plus de la psychologie. Et moi, je suis juriste et je ne suis pas psychologue. Donc, sauf à avoir des éléments
des attestations de psychologues ou des rapports qui là font état d'un phénomène d'emprise ou ce genre de choses, je ne l'utilise pas. C'est comme, enfin, à une époque, on avait droit au pervers narcissique ou à l'aliénation parentale, etc. Moi, en tant que juriste, je me suis toujours interdit d'utiliser ces termes qui ne relèvent pas du domaine, enfin, à mon sens, du domaine juridique, mais du domaine psychologique ou médical. Donc, c'est pour ça que je n'en parle pas. Je décris des situations en expliquant que ces situations, alors pour les enfants, j'utilise souvent beaucoup plus les termes de conflit de loyauté exacerbé. Et alors je pense que c'est une consoeur, Catherine, qui hoche la tête. Ouais, complètement. Et donc voilà, pour les enfants, je parle de conflit de loyauté exacerbé ou de discours plaqués sur le discours d'un parent. Et j'ai l'impression que les magistrats font la même chose lorsqu'ils auditionnent les enfants. Quand on voit les PV de retranscription des auditions, souvent, on voit des magistrats qui indiquent que les propos de l'enfant ne sont pas spontanés, les propos de l'enfant semblent mécaniques, qu'il n'y a pas d'affect derrière, etc. Toutes ces choses qui nous font penser qu'effectivement, il y a un phénomène d'emprise derrière. Mais ça ne va pas être écrit noir sur blanc. Et de la même façon, dans nos conclusions, et de facto, si nous, on ne l'évoque pas dans nos conclusions, ça ne peut pas être évoqué dans les décisions. Ok. Mais je ne sais pas ce qu'il en est chez mes confrères. Merci. Moi, je souscris complètement à ce que dit Isabelle, et je crois que on entend beaucoup plus parler, même si c'est des notions censément différentes, de conflit de loyauté plutôt que d'emprise. Enfin, on peut constater l'emprise, mais sans la nommer, et on va plutôt dire que l'enfant est pris dans un conflit de loyauté à partir du moment où on va considérer qu'il n'est plus autonome dans sa réflexion ou dans ses affirmations. Donc Oui, l'emprise est peu utilisée en fait. ce qui m'intéresse, parce que ça, c'est une autre chose, je fais une petite parenthèse que j'ai pu parfois constater en travaillant sur la notion de négligence, c'est que la difficulté, c'est qu'en fait, en ne nommant pas les choses, il y a des formes de danger de l'enfant qui sont pas du tout identifiées. Et donc, sous prudence, c'est très bien d'être très prudent, mais finalement, sous un défaut de forme d'évaluation, sous un défaut finalement de nomination des situations, eh bien, on utilise une forme d'euphémisation des termes pour, euh, pour nommer quelque chose. Et bon, conflit de loyauté, peut-être que vous allez me dire qu'effectivement, il y a une forme de danger aussi pour l'enfant, mais pas autant que quand on va parler d'emprise. Et donc, et puis le conflit de loyauté, vous l'avez même dit dans vos réponses, on peut se retrouver dans des conflits de loyauté parce que on a deux situations de parents qui sont eux-mêmes un tel haut conflit que c'est l'enfant qui se met en situation de protection. Simplement, j'y reviens, mais les membres anciens du CIRPA ne seront pas étonnés. Je suis un peu agacée parce que je ne sais pas comment vous avez défini les conflits de loyauté, mais je me rappelle d'avoir travaillé quand on travaillait sur le conflit. Le conflit de loyauté, il est structurant, encore une fois, c'est le clivage de loyauté. Le conflit de loyauté, moi je suis sans arrêt dans des conflits de loyauté. Est-ce que je dois aller voir ma grand-mère, paix à son âme, ou aller au ciné avec mon mari qui a très envie que je sorte? Je suis dans un conflit de loyauté. On en vit, et les gamins, ils en vivent en permanence comme nous. Et moi, je fais référence à la définition des conflits de loyauté en psychologie. Je vous enverrai les références éventuellement. On confond le conflit de loyauté, qui fait partie de la vie, et quand on est tranquille en sachant que mon mari va pas me faire la tête 3 jours, si je vais voir quand même ma grand-mère et que j'irai au ciné demain, bon, je m'en sors bien de mon conflit de loyauté. On confond avec le clivage de loyauté. L'enfant, il est coincé quand il est dans un clivage de loyauté, et moi aussi d'ailleurs. C'est-à-dire si je sais que l'un et l'autre ne vont pas supporter mon choix. C'est-à-dire ma grand-mère va me faire une scène épouvantable et mon mari. Donc là, je suis dans un clivage. J'aimerais bien, parce que toutes les fois, bon, mais je vais bientôt m'effacer, donc vous l'entendrez moins, mais il faut revenir. On est en train de travailler l'emprise et on a essayé au niveau du CIRPA de bien reposer les termes de conflit, au conflit, conflit de loyauté, mais ça passe pas.
Et j'entends sans arrêt, je lis dans les comptes rendus, l'enfant est en conflit de loyauté. Pour moi, c'est vraiment la tarte à la crème. Et heureusement, enfin, Madame Lota, bonjour, Maître Cohen. Je vous appelle suite à votre message que j'ai bien eu. Donc, c'est bon, non, j'ai non, bien non. annulé le rendez-vous de cet après-midi. Voilà, là, on Alors, je entend vous les propose enfants. peut-être de me recontacter quand vous aurez vos disponibilités. Je peux Parce couper que les micros. moi, si je fixe des rendez-vous trop à l'avance, je crains. Merci. Là, il y a un conflit de loyauté entre un rendez-vous et rester. Non, je plaisante. J'ai un Mais peu du coup, plus, ce sera plus simple. hein, Voilà. Voilà, donc moi je le dis, puis après j'en parle plus, mais je veux dire que si on peut, au sein du CIRPA, ne pas oublier l'année d'après ce qu'on a fait l'année d'avant, c'est-à-dire essayer de se recaler pour pas redéfinir sans arrêt les termes, ça serait intéressant. Et pour moi, un conflit de loyauté n'est pas synonyme de l'emprise. Un clivage, oui, mais un conflit, non. Un enfant, il est pris entre papa et maman. Mais si papa et maman sont d'aplomb, eh ben, il va pouvoir dire, bah, tiens, aujourd'hui, je vais à la piscine avec papa ou avec maman parce que demain, je ferai ce... Et je sais que maman va le supporter réciproquement. Ça, c'est un conflit de loyauté. Et le clivage, c'est quand on sait qu'on est coincé. Et je crois que j'aime bien aimer la formule conflit de loyauté exacerbé, qui pour moi est un clivage. Voilà. Mais je voudrais qu'au sein du CIRPA, on fasse... Voilà, Caroline comprendra, mais c'est un peu mon cheval de bataille depuis que j'y suis. Et là, si on redémarre, alors que c'est assez simple, le conflit de loyauté, le clivage, contrairement à l'emprise. Donc, essayons, s'il vous plaît, de rester... voilà. Et puis, je coupe mon micro et je me tais. mais non, pourquoi tu veux te taire? Tu nous apportes des éléments de rappel parce que fondamentaux, donc il n'y a pas de souci. La seule chose, moi, non pas pour nuancer, mais au contraire, remonter ce que tu dis, mais la difficulté, c'est que chez les juristes, il n'y a pas le mot clivage. Je pense que il apparaît quasiment jamais dans aucune décision, mais parce que justement, on ne maîtrise pas la différence entre le conflit de loyauté et le clivage. En revanche, les conflits de loyauté exacerbés, ça apparaît. C'est-à-dire que pour montrer que, si tu veux, ce conflit n'est pas normal, tu vois, quelque part, parce que finalement, le conflit de loyauté, c'est quelque chose de normal, peut-être même de sain, peut-être même de cohérent, de tout à chacun, et qui n'est pas, c'est finalement ensuite quelque chose qui est, on ajoute un critère derrière pour qualifier ce conflit de loyauté, pour le faire basculer dans ce qui est pour toi, en fait, la notion phare, qui est la notion de clivage de loyauté. Mais c'est surtout qu'on arrête de penser que le conflit est négatif. Ça a été notre, quand même, avec Fabien, ça a été le mot d'ordre, c'est que le conflit, il est structurant. Autrement, on est tous toujours d'accord et dans un couple, on finit par en mourir, hein. On est toujours... Non, le conflit, c'est pas grave. C'est simplement qu'il y a deux personnes qui ont... Il n'y en a pas une soumise, une dominante. On n'est pas d'accord. On a un conflit, mais on ne se tape pas dessus, hein. On a un conflit et puis on dépasse le conflit. Et voilà, enfin, ça c'était le séminaire sur le conflit. Et je lis pour Marie-Laure, peut-être à mauvais escient, conflit de loyauté clivé, moi je trouve intéressant, parce qu'on dit que ce n'est pas un conflit de loyauté ordinaire, quoi. Donc pourquoi pas conflit de loyauté clivé, mais le terme dans les textes psy, le mot clivage de loyauté, avec l'auteur Bozermeni, c'est Bozermeni qui a parlé du conflit de loyauté il y a je ne sais pas combien d'années, et il a parlé du conflit et du clivage de loyauté. Voilà, pour les références. Mais conflit de loyauté clivé, je trouve que c'est c'est un bon démarrage pour mettre le mot clivage dans notre vocabulaire. C'est pas plus compliqué que conflit. Après, je pense, c'est parfait que tu le rappelles parce que je pense qu'il y a quelque chose qui s'est intégré dans la discussion que tu as faite au sein du CIRPA et ça a un peu diffusé, je pense, que la notion de conflit dans le couple, c'est quelque chose de positif. Ça, je pense que oui. Par contre, la notion de conflit de loyauté dans le rapport de verticalité enfant-parent, de considérer que cette partie-là, elle est en fait signe de souffrance. normale, ne peut être signe de souffrance que si tu bascules sur le clivage et pas sur le conflit de loyauté. Le conflit de loyauté, on est tous traversés par un conflit de loyauté.
Ah, donc on est embêté, ça peut nous mettre à mal, mais c'est pas dramatique, quoi. C'est la vie. Ok, ok. Mais ça, je pense que c'est pas acquis par contre. Tu vois la distinction dans les rapports conjugaux, je pense que le travail a été fait de faire vraiment la distinction entre conflit, Au violence, conflit, ouais. enfin, conflit ou conflit, violence, entre guillemets, ça commence à s'intégrer sur le fait que, ben, évidemment, la partie conflit n'est pas une problématique en soi. Par contre, dans la logique verticalité parent-enfant, là, je pense qu'il y a un travail à faire pour Ouais. revenir travailler sur la sémantique et vraiment dire qu'un conflit de loyauté, ben, ça fait partie finalement de la construction et ce n'est que ensuite, quand tu bascules dans des situations de souffrance, et donc c'est un autre mot à utiliser, c'est clivage de loyauté. Et donc, quelque part, ça m'invite, tu vois, là, ce que tu nous rappelles alors, à faire un peu cette différence sémantique que vous aviez super bien faite avec Fabien dans le couple, mais peut-être dans le rapport parent-enfant. Ok. Euh, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a conflit de loyauté, clivage de loyauté et emprise, tu vois, ou est-ce que pas du tout, enfin, tu vois, c'est ça me pose plein de questions ce que tu as bien d'évoquer, mais En tous les cas, un enfant en clivage de loyauté, c'est un enfant qui est coincé. Un enfant en conflit de loyauté, c'est un enfant qui doit faire un choix, mais il est en sécurité parce qu'il sait que celui qu'il ne choisit pas ne lui en voudra pas. Il y aura pas de représailles, il y aura pas de il sera toujours aimé, il y a pas voilà. Alors qu'un clivage de loyauté, il peut choisir et c'est dans ce cadre-là qu'on lit que les enfants peuvent choisir le parent, le plus maltraitant, parce que parfois, il sait que l'autre va toujours continuer à l'aimer, même s'il choisit le parent maltraitant, quand on lui oui. demande vers qui tu veux aller. On est voilà et du coup, est-ce que ça a forcé enfin, je sais pas si ça a à voir avec l'emprise. Moi, pour le moment, je le vois avec un manque de sécurité. Il est pas en sécurité avec l'un ou les 2 des parents, hein. Non, là, Voilà, mais il bah, faut c'est quelque chose qu'on pourra peut-être retravailler tous ensemble, hein, parce que c'est hyper intéressant là de voir le lien que tu fais dans la posture éventuellement du choix que l'enfant va faire dans un clivage de loyauté euh, où potentiellement il va prendre celui dont il sait que de toute façon il ne sera jamais pardonné s'il va de l'autre côté. Et C'est ce que alors, tu veux. encore une fois, c'est pas une généralité, hein, donc Non, faut pas maintenant quand un enfant choisit, maman ou papa, faut pas en déduire ça, mais c'est pas, pensez aux enfants qui peuvent vous envoyer balader que quand ils sont sûrs que vous les aimez. Un enfant qui peut vous dire à 3 ans: «Je t'aime pas maman», ce qui nous fait toujours très drôle, c'est un enfant qui est tranquille, hein. Il est tranquille, il sait qu'on l'aime. Les enfants qui ont du doute, ils ont du mal à attaquer le parent. Donc c'est plein de petits trucs comme ça qui peuvent nous aider à avancer dans la finesse de nos critères même, hein. On n'en est pas là, mais voilà. ok. Mais tu as encore plein de slides, vas-y, hein. Non, non, mais c'est parfait, merci beaucoup. Donc là, qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais même plus ce que c'est du coup. Justice, pouvez-vous apporter des précisions? Euh, Finalement, donc, qui ressort, là pareil, je vous enverrai ça n'a pas été toujours extrêmement rempli, mais en gros, ça ressort fréquemment entre conjoints et moins dans les relations parents-enfants. L'emprise parent-enfant est évoquée, hein, selon certains d'entre vous, mais très peu documentée et finalement très peu en justice. Ça a l'air d'être beaucoup plus invoqué dans les vifs. Voilà, mais c'était un peu plus confus dans les réponses. Euh, voilà, j'ai moins eu la sensation de pouvoir en ressortir des éléments. Euh, voilà, l'emprise est une forme de violence psychologique et donc par conséquent contre-indiquée à toute démarche de médiation. Effectivement, seule une expertise psychologique et psychiatrique peut véritablement définir la réalité de l'objet afin de prendre les mesures adaptées. Que vous avez des éléments voilà, à rajouter sur ça d'avance, j'avance.
Quel lien faites-vous entre l'emprise et mécanismes décriés aujourd'hui d'aliénation? Alors, certains nous disent qu'ils utilisent le mot d'emprise au lieu d'aliénation parentale. C'était un peu... j'avais l'impression, une forme déguisée dans les réponses un peu générales pour dire quand même que la relation aliénée est une relation sous emprise. Donc l'emprise englobe cette éventuelle notion d'aliénation parentale qui est gênante, dont on ne sait pas si c'est un syndrome particulier ou pas, mais en tout cas, la notion d'emprise peut permettre de viser ces situations où il y a une rupture du lien par une mise sous domination de l'enfant, et donc une perte pour ce dernier de conscience, voilà, de volonté de maintenir le lien avec son parent. Bon, moi j'ai retenu cette-là. L'aliénation semble être plus restreinte dans ses effets, mais que l'emprise. L'emprise, c'est quelque chose de plus large, c'est un processus dont le résultat peut être le fait de la rupture parentale à l'autre, mais pas que. Selon vous, existe-t-il un lien entre emprise et conflit de loyauté? Alors, tu vois, c'est ma formule aussi, qui certainement, tu vois, empêche de parler comme il faut. Donc, Chantal, je pense qu'il faudra que je corrige ce genre de choses, parce que j'invite quelque part, tu vois, en utilisant le mot de conflit de loyauté, à les associer, alors que pas du tout. Enfin, tu vois, il faudrait mettre clivage déjà de loyauté, pas conflit. Oui. Donc voilà, moi j'avais quelques réponses. L'emprise est systématiquement l'action d'un parent, alors que le conflit de loyauté peut exister dès lors que les deux parents se séparent, mais à plus ou moins grande intensité dans la séparation. Donc je l'ai retrouvé à plusieurs égards, cette idée qu'en fait l'emprise, c'est un processus qui est plutôt individuel d'un parent sur l'enfant, et que le conflit, on va dire le clivage de loyauté ne résulte pas nécessairement d'un processus vertical. Le clivage de loyauté, il peut se faire parce que les parents sont en situation de haut conflit. Mais c'est un des résultats. On peut se retrouver en clivage de loyauté de par l'emprise, mais pas que. Vous êtes toujours d'accord avec moi ou pas? Je vous ai perdu, c'est trop chaud. Bon, je continue. Juste, le clivage de loyauté, c'est l'enfant qui se sent dans un clivage de loyauté. Nous, on l'appelle ça, un enfant déchiré entre deux. Il est dans un clivage de loyauté. Donc, entre deux, ça peut être sa grand-mère, sa mère, ça peut être son père, sa mère. Voilà. Alors que l'emprise, c'est le mécanisme de quelqu'un sur quelqu'un d'autre, que ce soit un adulte ou un enfant. Oui, mais est-ce que le mécanisme d'emprise peut avoir pour objectif de cliver l'enfant d'un entre-deux? Tu peux très bien avoir, si tu veux, dans le processus de mise sous coercition, sous domination de l'enfant, une suggestion pour qu'il se trouve dans une situation Oui, d'être oui, oui. déchiré, d'être déchiré entre ses deux parents, si tu veux. Oui, Et il n'est pas du fait que les deux parents soient en situation de haut conflit. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le résultat du clivage n'est pas le fait que les deux parents soient en haut conflit, mais il est le résultat d'une emprise sur lui. oui. Oui, oui, on peut avoir ce cas de figure, je pense, ouais. Et ça, en fait, pour moi, c'est important pour pouvoir aussi voir, si tu veux, que ces situations de clivage, de loyauté, il faut aussi véritablement aller voir dans quelle mesure elles ont été constituées. Comment? Qu'est-ce qui a amené l'enfant à se trouver dans une situation de clivage de loyauté? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est le haut conflit et tu travailles sur le haut conflit parental, ou est-ce qu'on est sur une posture plutôt verticale de mise sous emprise d'un enfant, tu vois? Je pense qu'il y a plusieurs, cas de figure. Il peut y avoir un enfant qui se vit dans un clivage de loyauté, donc qui en souffre, profondément, mais
on peut faire l'hypothèse que c'est parce qu'il n'est pas assuré de la sécurité des deux parents, ou de mère et grand-mère, ou il y a une peur de perte. Alors, est-ce que c'est il n'y a pas que l'emprise qui peut le mettre là-dedans, hein. Il y a d'autres situations. La négligence, ça peut te mettre dans des clivages de loyauté pour un enfant. Tu vois, c'est pas, c'est des champs qui se recoupent. Oui, mais c'est pour ça que c'est aussi important de pouvoir dire, à mon sens, parce que là, je suis toujours dans le prisme de l'enfant. Et c'est du ressenti par la lecture du droit, hein. Mais Oui, souvent, le clivage de loyauté, il est plutôt invoqué en mode, bon, bah, l'enfant, il est clivé, mais on en oublie son besoin de sécurité derrière tout ça. On dit, il est clivé, il peut pas trop s'exprimer, finalement, il est plus libre de parole, voilà, il est tellement clivé qu'il est plus discernant quelque part. Mais on vient pas chercher derrière ce clivage de loyauté le danger. Très peu, à mon sens, pas assez. oui, oui, parce qu'on ne dit pas dans quel état ça met l'enfant. Il se coupe d'une partie de lui, mine de rien. Ça le met dans des mécanismes assez forts au niveau des mécanismes de défense, parce que c'est intenable d'être dans un clivage de loyauté. Un conflit de loyauté, c'est malade, tu es pas à l'aise. Un clivage, et particulièrement pour un enfant qui est dépendant, c'est très insécurisant, ça peut être très angoissant. Donc pour moi, voilà. Ok. Donc, du coup, est-ce que pour vous affirmer qu'un enfant sous emprise d'un parent est un enfant en danger? Donc, globalement, la réponse est oui. Mais il faut savoir que nous, quand on dit en danger du prisme du juriste, ça veut dire potentiellement interventionnisme, hein. C'est pas juste, enfin, c'est aller chercher, et quand on parle de la notion de danger, c'est vraiment se dire que s'il est en danger, c'est le juge des enfants potentiellement qui est compétent, hein. Oui. Voilà. Et ça, pour moi, c'est hyper important de, voilà, de pouvoir dire, dans ces cadres-là, il y a un vrai danger, et vous allez voir la décision de la Cour européenne qu'après j'ai trouvée, à mon sens, il faut vraiment qu'on puisse travailler là-dessus et nommer, là encore une fois, les choses pour pouvoir dire que ici, il y a un besoin d'interventionnisme pour mettre en sécurité l'enfant. Alors, je fais une coupure par rapport au questionnaire et montre un passage de la Cour européenne des droits de l'homme dans une affaire en Italie qui correspond plus ou moins à une situation de séparation parentale. Alors, pour tout vous dire, j'ai pas lu intégralement tous les faits, mais on est dans une séparation parentale, un père qui divorce de la mère de l'enfant, une décision qui est censée lui donner des droits de visite avec cet enfant-là. Et il semblerait que la relation mère-enfant soit tellement, je dirais, exclusive dans une forme de toute façon, la Cour parle de violence psychologique, que l'enfant finit par rompre ses liens avec son père et s'en suivra du coup un procès en Italie pour que ce père puisse obtenir des droits et se voir, voilà, il se bat pour garder des droits à l'égard de son fils. Bon, ça monte jusque devant la CEDH. Et la Cour, je vous ai pris quelques passages, mais j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Déjà, elle rappelle que dans la notion de vie privée qui est protégée par l'article 8 de la CEDH, c'est une notion qui est large, non susceptible d'une définition exhaustive, qui ramène à ce qu'on s'appuie sur l'identité d'une personne, son nom, son image, mais aussi son intégrité physique et morale. Donc ça aussi, c'est important d'avoir en tête pour les juristes. La notion de vie privée vient ici protéger la notion d'intégrité physique et morale d'une personne. Elle va plus loin, elle nous dit en ce qui concerne l'intégrité morale des enfants, elle note que les actes relevant de la violence psychologique, euh, donc qui peuvent nuire au développement et au bien-être psychologique d'un enfant, relèvent de la vie privée. La Cour considère que l'exercice abusif de l'autorité parentale consistant, et là on voit qu'elle forme une forme de définition, consistant en ce qu'une personne qui soumet son enfant à une manipulation mentale éloigne celui-ci de l'autre, avec lequel elle entretient une relation extrêmement conflictuelle, s'analyse en une violence psychologique à l'égard de l'enfant en question,
et relève en conséquence du volet vie privée. Donc, ce qui veut dire qu'à partir du moment où elle a réussi à faire jouer pour les non-juristes l'article 8, elle est compétente, la Cour européenne, hein, pour statuer, et elle va voir si l'Italie a suffisamment protégé les droits fondamentaux à la fois du père et de l'enfant relevant de l'article 8. Et elle va regarder, hein, la Cour souligne toutefois que, attention, il faut quand même que les actes de décision d'un particulier qui sont dommageables à l'intégrité physique ou morale d'une personne n'emportent pas nécessairement atteinte au droit au respect de la vie privée. Il faut qu'il y ait un seuil de gravité. Donc, pour qu'on puisse considérer que le jeu de la protection de l'article 8 puisse être déclenché sous le prisme intégrité physique ou morale, il faut qu'il y ait un minimum de gravité pour mettre en place l'applicabilité de l'article 8 en pareille situation. C'est un peu particulier, hein, donc on ne sait pas trop ce qu'elle veut bien nous dire là-dessus, mais en gros, moi je le comprends de cette façon-là, il faut vraiment une atteinte à l'intégrité psychique ou morale de la personne relativement importante, donc il faut un dommage sur le bien-être, le développement, qu'il faut caractériser pour pouvoir déclencher la protection de l'article 8. En l'espèce, le fait que la relation extrêmement conflictuelle entre les parents qui tenaient, et là, vous voyez ce qu'elle nous dit, à des comportements abusifs de l'un d'entre eux, donc il y a une notion d'abus de l'autorité parentale par un des parents qui est visé, avait d'importantes répercussions sur la perception, sur le deuxième requérant, c'est-à-dire l'enfant, de ses relations avec eux, ainsi que sur sa santé mentale, son bien-être et son développement. Et là, du coup, elle va faire jouer l'article 8. Donc, vous voyez, bon, cet arrêt, il est intéressant à plusieurs égards, donc pour les juristes, mais même pour les non-juristes, sur cette idée que lorsque l'on atteint finalement par des comportements abusifs d'un parent dans l'exercice de son autorité parentale, hein, que cet exercice abusif va finalement avoir des répercussions sur l'enfant, santé mentale, bien-être, développement. En fait, on est sur de la violence psychologique. On est sur de la violence psychologique. Donc, c'est pas de l'emprise, mais on voit bien, c'est pas la notion d'emprise, mais pour moi, de toute façon, l'emprise et la violence psychologique sont les deux et même seules choses d'une même pièce, mais bon, je peux me tromper. Merci beaucoup, à bientôt. Et voilà, donc je vous donnerai la suite parce que la CEDH va plus loin ensuite dans les exigences de contrôle de ce que l'État doit faire. Et vous le trouvez sur Internet, la décision dans son entièreté, hein. Mais elle dit que du coup, comme l'article 8 et qu'il y a un intérêt de l'enfant, il faut évidemment qu'il y ait des obligations positives de l'État. L'État a un devoir de mettre en place et d'appliquer un cadre juridique adapté pour offrir une protection à l'enfant dans ces situations-là. Et l'État doit agir avec diligence. Et elle nous met 4 points. Il doit agir avec diligence pour vérifier finalement les procédures. L'adoption d'une décision de placement, l'exécution de la dite décision, l'adoption de la décision ordonnant une expertise psychologique. Là, je me suis dit que ça pouvait être hyper intéressant de voir ce que nous dit la Cour. Et en fait, enfin, l'adoption éventuellement de la suspension, c'est-à-dire suspension des demandes de visite et de relation. C'est dans cet arrêt, c'est un peu comme si il fallait absolument que l'État agisse très vite quant à la situation. Déjà, c'est une exigence de diligence, qui n'est pas toujours le cas chez nous. Une exigence de diligence, de prise de mesures adéquates et adaptées. Et ces prises de mesures, elles ne doivent se faire normalement qu'à la lumière d'une expertise. Là, parmi les condamnations que va relever la Cour, elle va relever qu'elle ne comprend pas, le tribunal pour enfants a ordonné une expertise 2 ans après. Et elle vient ici, en fait, d'une certaine façon, condamner la non-décision d'expertise avant ce délai de 2 ans. Elle nous dit, OK, on est d'accord, c'est normalement aux autorités que revient, hein, et au juge, elle rappelle que le juge a entre les mains la décision. Hein. Là, elle nous dit, a raison, le processus décisionnel rappelle qu'elle a déjà conclu à plusieurs reprises dans des affaires mettant en jeu l'importance des questions relatives à la relation, que l'expertise relève de la compétence du juge, mais la Cour, elle est parvenue dans ses conclusions
qu'une telle expertise était nécessaire, et que quand elle est nécessaire afin d'évaluer les rapports entre un enfant et ses parents, et la question de savoir si l'avis exprimé par un enfant correspondait vraiment à sa volonté, il faut absolument que le juge prononce cette expertise. À la lumière de ce qui précède, la Cour a donc noté qu'en l'espèce, plusieurs rapports indiquaient que le mineur subissait l'influence de CC, en l'occurrence c'était sa mère, et juge problématique le fait que le tribunal pour enfants ait attendu 2 ans pour ordonner une telle expertise. Donc l'Italie va être condamnée pour ne pas avoir déclenché plus tôt une évaluation, je dirais, certifiée pour déterminer véritablement la situation et donc apporter ensuite une réponse adaptée. Parce que si on évalue 2 ans après, eh bien évidemment, les choses se sont amplifiées et les réponses qu'on va apporter, elles vont être forcément beaucoup plus difficiles à prendre, voire plus drastiques. Donc, vous voyez que dans ce champ-là, on met quand même une forme de pression au niveau de la justice pour venir évaluer très tôt et vraiment identifier très tôt la situation pour y apporter ensuite une réponse adaptée. Bon, face à ces questions, est-ce qu'il faut envisager la protection de l'enfant? Alors, vous êtes beaucoup à répondre de toute façon oui, puisque vous avez répondu qu'il y avait danger. Et parmi les mesures de protection, eh bien, en réalité, malheureusement, vient l'idée d'entraîner la rupture, voire même le placement de l'enfant, imposé quelque part, je vais un peu plus ou moins synthétiser ailleurs, je crois, où est-ce que j'ai fait. Où est-ce que j'ai fait? Bon, je sais plus. Je vais avancer, mais grosso modo, voilà, il me semble que ce qui ressort, c'est que ce sont des mesures finalement de placement qui peuvent être prononcées pour venir créer une sortie, parce qu'on est parfois tellement dans un degré d'emprise qu'on ne peut pas aller et être placé chez son autre parent, qui est pourtant potentiellement le parent victime aussi de la rupture du lien, mais on est obligé de faire une soupape de décompression, entre guillemets, pour pouvoir rétablir la relation, mettre en place ensuite une réappropriation de l'enfant. Et donc, c'est pour certains d'entre vous, mais aussi au niveau de la jurisprudence, le placement qui est à envisager. Donc après, c'est parfois très radical, ça me semble fortement radical, mais c'est ce qui ressort de ce que vous avez évoqué. Évidemment, les outils de coordination parentale ont été invoqués, mais n'existent pas partout en France. Dans cette situation de thérapie familiale, pour certains d'entre vous, vous avez évoqué. Suspension des droits de visite ou alors des droits de visite médiatisés à minima si on maintient le lien avec le parent qui met sous emprise l'enfant. Est-ce que l'enfant est discernant ou pas quand il est sous emprise? Vous avez été dans des nuances. En fait, tout dépend le degré d'emprise, mais avec une majorité de réponses positives pour dire quand même que, a priori, effectivement, ça peut l'amener à perdre de toute façon son libre arbitre, donc à perdre son discernement d'une certaine façon sur ses propres besoins. Et comme à la base, cette notion de discernement, elle est là dans le contexte juridique, je vous l'ai posé parce que, évidemment, c'est notre critère en droit pour dire est-ce qu'on peut entendre un enfant ou pas s'il est discernant. Et donc, ma question, elle était pour dire, voilà, est-ce qu'un enfant qui est sous emprise est un enfant discernant dans cet objectif d'audition de l'enfant? C'est dans ce cadre-là que je l'avais posé. Peut-être qu'il fallait le préciser, et je l'ai pas fait. Et donc, a priori, quand on entend un enfant, c'est pour qu'il puisse exprimer son avis et ses opinions sur la propre question qui le concerne, les questions qui le concernent, et donc sur ses propres besoins. Donc, a priori, un enfant sous emprise, ça devient plus difficile pour qu'il exprime ses propres besoins de manière objective. Dernier élément, est-ce qu'on peut envisager une Excuse-moi. infraction? Pardon. Oui. Caroline, juste une chose. J'ai Oui. vu dans les réponses précédentes, donc médiatrice familiale et assistante sociale parlaient de SAP et quelqu'un parlait d'aliénation parentale. Quelle est la position qui se dégage du CIRPA sur le syndrome d'aliénation parentale, puisque on ne cesse de nous rabâcher
enfin, nous, avocats, que ça n'existe pas, que, alors que, ça, enfin, à mon sens, ça existe, mais on n'utilise plus ce terme. Enfin, du moins, moi, j'utilise plus ce terme puisque on nous dit que ça n'existe pas. Donc, quelle est l'opinion, enfin, ou du moins ce qui se dégage des travaux du CIRPA là-dessus? Alors, c'est une très bonne question. On n'a pas fait de consensus ou même de séminaire ou d'atelier spécifiquement sur le SAP. Donc, je ne peux pas parler pour l'instant au nom du CIRPA de manière générale, puisque on ne s'est pas positionné sur la question. On ne s'est pas positionné, mais Chantal me complétera. C'est du prisme du juriste, nous, on est baladé en fonction de, j'ai envie de dire, de ce que l'on va considérer comme un syndrome ou pas un syndrome. Donc, le juriste, il va avoir une grande difficulté à se prononcer sur l'existence ou pas du SAP, puisque c'est quelque chose qui va relever, là encore une fois, de la médecine et, c'est-à-dire du champ de l'OMS de manière globale, pour dire est-ce qu'on reconnaît ça comme un syndrome ou pas. Mais c'est presque un champ sémantique que nous, on ne connaît pas du tout. Donc, pour ma part, je peux pas, comment dire, je peux pas me positionner sur l'existence ou non d'un SAP du point de vue médical. On m'a dit qu'il a existé un temps, certains juristes ont été biberonnés à la formation du SAP, et puis ensuite, il y a eu un positionnement plus officiel pour ne pas le faire rentrer dans la catégorie de l'OMS. Ça ne veut pas dire que le mécanisme et le résultat n'existe pas, ou que le processus, on va dire, n'existe pas, mais en tout cas, la notion de syndrome, pour moi, d'aliénation parentale, n'a pas été reconnue de manière officielle au sein de l'OMS. C'est la seule chose que je peux dire. Après, Chantal viendra appuyer peut-être d'autres éléments au niveau du CIRPA sur ce que je viens d'évoquer, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas une reconnaissance du syndrome en soi, et donc pour moi, il ne faut pas parler de syndrome, pas parler de syndrome d'aliénation parentale, mais je vous donne, ça c'est ma casquette de juriste, hein, je ne suis pas compétente dans le champ médical. Mais de ce que j'en sais, on ne peut pas parler de syndrome. En revanche, un processus de mise sous domination dont le résultat est l'éviction de l'autre parent me semble exister. Et c'est peut-être justement sous le terme d'emprise que l'on peut le mettre. Voilà ma position à moi, mais je ne parle pas au nom du CIRPA, je parle au nom de Caroline Chiffrin-Blanc. Merci. Moi, je ne vais pas parler au nom du CIRPA non plus, puisqu'on ne l'a pas travaillé. On ne l'a pas travaillé ensemble. Bon, moi, j'avoue qu'il me semble, d'un point de vue psycho, c'est des bagarres entre des écoles de psychanalystes. Et il y a quand même pour moi une prudence parce que je connais la souffrance des pères privés de leurs enfants dans les séparations. Et ça a été quand même largement employé par des associations de pères pour faire reconnaître légitimement ou pas, j'ai pas les moyens d'évaluer, leurs difficultés avec les mamans de leurs enfants. Voilà. Moi, je trouve qu'avec l'emprise, on a déjà beaucoup de travail et que ça me paraît bien. Enfin, si déjà on arrive à bien clarifier les conflits, clivages, emprises, voilà. Après, il y a vraiment des querelles un peu d'école et j'avoue que j'ai pas pris le temps d'aller les creuser parce que voilà, ça m'intéressait pas beaucoup. Voilà. De discuter sur est-ce que c'est un syndrome? Je sais intellectuellement, je sais comment on définit un syndrome, mais j'avais pas le temps et l'envie de le faire. Voilà. Mais si ça intéresse du monde au CIRPA, on peut essayer de s'y replonger, hein. Moi, Isabelle, pour le SAP, enfin, il y a Blandine Malvé qui a fait un livre sur l'aliénation parentale qui a permis de mettre en opposition, on va dire, ces clivages d'école, d'une certaine façon, ces clivages de courant qui amènent à considérer que l'utilisation exacerbée de la notion syndrome d'aliénation parentale, qui est d'ailleurs alertée à plusieurs égards par la CEDH, qui impose aux États d'être extrêmement vigilants à l'égard de cette notion-là, évidemment, c'est aussi le courant qui est une réalité à mon sens, mais les deux sont des réalités, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas antinomique. Mais le SAP a été aussi beaucoup utilisé
pour masquer les situations de violence, dans les situations de violence. Et donc, on se déplaçait sur notamment les mères pour dire qu'elles réalisaient une forme d'aliénation parentale à l'égard de l'enfant, alors que la problématique venait du fait que l'enfant ne voulait plus avoir de lien avec son père parce qu'il y avait véritablement des raisons de violence derrière tout ça. Dans le livre de Blandine Malvé sur l'aliénation parentale, ce qui était intéressant, c'est qu'elle a mis un peu tout le monde et des opposants vraiment très très puissants, donc elle a réussi cet exploit. Mais il y a un auteur canadien qui explique véritablement que le volet très pathologique de l'aliénation existerait, mais il est très réduit. Un peu comme le pervers narcissique, c'est-à-dire que c'est des choses qui pourraient exister selon lui de manière extrêmement réduite et que c'est pas non plus quelque chose qui est à utiliser de manière très large. Donc, dire que ça n'existe pas, je pense pas. Qui, à mon avis, n'est pas retenu, c'est la notion de syndrome, qui est débattue et qui, à mon avis, est une perte d'énergie. Là, je rejoins un peu Chantal. Moi, je ne vais pas rentrer dans savoir si c'est un syndrome ou ça l'est pas. Je pense que ce qu'il faut regarder, c'est l'exigence. Moi, je résumerai en disant, il y a une exigence d'évaluation extrêmement fine. Il faut du temps. Il faut évaluer très tôt. Et il faut prendre le temps d'évaluer avec une grande qualité et une grande prudence. Parce que chaque situation peut s'expliquer, comme disait Chantal aussi tout à l'heure, sur le clivage de loyauté, on peut l'avoir parce qu'il y a des causes de négligence, parce qu'il y a une emprise, parce qu'il y a du haut conflit. Et donc, en réalité, il ne faut pas juste regarder un résultat sans aller chercher de manière très fine la cause de ce résultat. Et donc, tout ça, ça veut dire faire une évaluation presque systémique de la situation familiale, voir également le contexte économique, social, familial, pour pouvoir ensuite avoir une position fine de savoir d'où vient la rupture parentale. Et est-ce que cette rupture, elle est légitimée par une cause où l'enfant a raison de rompre avec sa relation parentale, entre guillemets, ou est-ce que il est dans une situation de danger et à ce moment-là, il va plutôt vers le parent maltraitant que vers le parent qui en réalité le mettrait en sécurité. C'est que comme c'est très complexe en fait. Et nous, les juristes, avec notre mécanisme où on a besoin d'aller très vite parce que on n'a pas de moyens d'évaluer, vous vous faites retoquer les expertises d'une grande partie et il faut aller vite. Eh bien, finalement, on a besoin de catégories pour les rentrer et on a une mécanique d'application des catégories qui sont là effectivement ensuite dévoyées. Et c'est là le danger en fait. Bon, je vais essayer d'aller plus, et j'ai bientôt fini, c'est la dernière, pour vous faire un petit parallèle avec le délit d'abus de faiblesse par suggestion, qui est en fait, qui a été retravaillé avec la loi du 10 mai 2024. Donc, c'est un délit qui est plus particulièrement pensé dans des éléments de secte, mais pas que. Et quand on voit que finalement, il y a un délit puni de 3 ans d'emprisonnement, mais ça passe d'ailleurs à 5 ans quand il est commis sur des mineurs, regardez la définition de ce délit, c'est le fait de placer, de maintenir une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique, résultant de l'exercice de pression grave ou réitérée, il n'y a que des ou de techniques propres à altérer son jugement et ayant pour effet de causer une altération grave à sa santé psychique ou mentale, ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Donc, on peut y mettre beaucoup de choses, je trouve, derrière ce délit de suggestion, d'abus de faiblesse, et lorsque il est commis sur mineur, il bascule à 5 ans. Voilà. Donc, pour l'instant, moi, à ma connaissance, j'ai pas de connaissance qu'on poursuive l'un ou l'autre des parents pour un délit de suggestion, mais parce qu'il y a beaucoup de délits en matière d'autorité parentale, en matière de protection de l'enfance, qui sont absolument pas mis en œuvre. Il y a toute une partie du code pénal qui n'existe pas dans la pratique. Mais celui-ci m'a fait penser grandement à un mécanisme d'emprise. On maintient une personne sous suggestion et on obtient un résultat. Le résultat, c'est finalement une atteinte psychologique, une altération de la santé physique ou mentale,
ou même la possibilité de faire quelque chose à une personne ou le laisser en position de ne pas faire quelque chose qui va le miner. C'est très large pour nous. Voilà. Et après, vous aurez... L'origine de Oui, cette loi, c'était une origine qui visait que les violences entre conjoints ou non, lorsqu'elle... pas du tout. Enfin, j'ai pas assez pris le temps de la décortiquer, mais la loi de mai 2024, elle est venue là pour élargir dans une logique de secte. Elle a été pensée pour les sectes, en fait. Et donc, pour élargir le délit d'abus de faiblesse qui existait déjà, de suggestion, mais qui n'était pas suffisamment, selon le législateur, suffisamment large pour traiter toutes les situations et surtout tous les dommages que les victimes de sectes pouvaient subir et sur lesquels elles étaient, c'est la formule, hein, ça d'ailleurs, ça, je crois que ce que j'ai écrit en haut, modification de la loi, modification de l'article par la loi 2024 pour appréhender directement l'état de suggestion psychologique ou physique qui résulterait de manœuvres ou de techniques destinées à soumettre la victime à l'emprise de son auteur. Donc l'idée, c'était vraiment d'aller chercher un peu plus large un délit qui existait déjà, et on en a en fait constitué un autre article qui a été modifié pour venir englober ce que l'emprise pouvait amener à être réalisé. Donc c'est vraiment l'emprise qui est visée dans cette loi-là, même si on n'utilise pas le terme d'emprise. Dans les motifs de la loi, c'est le mot qui est utilisé. Donc j'ai trouvé ça intéressant de vous la sortir et de voir que voilà, si on fait des pas de côté en allant voir dans les sectes où c'est clairement des mécanismes d'emprise qui sont mis en place, eh bien, le code pénal fait une réponse, mais qui en gros ne vise pas que les sectes. Et après, je voulais couper l'article 1 parce qu'après, il parle effectivement des groupements ou des mises de groupements, etc. Mais ça pourrait très bien être appliqué dans une relation individuelle au sein d'un couple ou à l'égard d'un parent sur son mineur. Pour moi, il n'y a pas du tout un focal exclusif sur la secte dans cet article-là, bien au contraire. Voilà, et ensuite, quelques propositions de lecture qui avaient été faites dans le questionnaire, donc c'était sympa, je vous les ai juste rajoutées en vous mettant des éléments d'information et ça m'a donné envie d'aller voir, d'aller lire celui-là d'ouvrage. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. En tout cas, donc le diapo, je vous le donnerai évidemment avec grand plaisir. J'arrête le partage. Et je suis tout oui si vous voulez qu'on échange encore un petit minute pour pas ensuite déborder de ce qu'on avait dit. Moi, j'avais une dernière petite question parce que je me posais la question de la vulnérabilité donc des enfants par rapport à la vulnérabilité des personnes âgées, par exemple, et la question de l'abus de faiblesse, en fait. Et je me demandais si ça pouvait se rejoindre. Et j'éteins mon micro. Alors oui, il faut que j'aille rechercher l'article. Mais effectivement, en fait, la vulnérabilité, elle vient créer une circonstance aggravante, en fait, sauf erreur de ma part. Donc, c'est-à-dire que lorsque la mise sous suggestion d'une personne est en plus une personne vulnérable, eh bien, ça vient créer une circonstance qui vient augmenter le seuil de la peine, en fait, envisageable. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, ou si c'était plus large que ça et que c'était pas juste sur le côté pénal. Mais juste, je vais partager quand même, parce que voilà pourquoi j'y ai pensé que le mot... Vous voyez l'article du code pénal, là c'est bon, vous le voyez ou... Oui. Voilà. Et donc en fait, la définition du délit d'abus de faiblesse, il est ici, avec les caractéristiques. Et ensuite, on vous dit, les faits sont ensuite punis de 5 ans, donc au lieu de passer de 3, ils passent à 5. Lorsque, et là vous avez une liste de situations dans lesquelles il y a une augmentation, on va dire, de la peine, et le petit 2 vous dit lorsqu'ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à sa maladie, à son infirmité, une déficience physique, psychique, son état de grossesse est apparente ou connue de l'auteur. Le mineur, il est mis à part, c'est-à-dire que le mineur, il est de facto vulnérable en fait, et on lui a créé une catégorie à part, et pour tous les autres, eh bien, il faut caractériser la vulnérabilité, soit apparente, soit connue de l'auteur, pour que la circonstance aggravante soit déclenchée.
Donc, c'est encore pire si on le fait sur une personne vulnérable. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres éléments à me dire, d'autres questions? Il est vrai que, bon, après, pour faire la synthèse de tout ça, c'est pas simple, hein, parce que de toute façon, synthétiser quelque chose me semble toujours, même après, des raccourcis dangereux. Moi, de voilà, ce qui ressortirait pour moi, c'est que l'emprise reste un mécanisme qui fait appel à un processus qui est dans le temps, me semble-t-il. On ne peut pas être sous emprise en un claquement de doigts comme on va pouvoir mettre un coup dans la mâchoire à quelqu'un. Donc, moi, je dirais que l'emprise demande du temps, que cette emprise, je ne sais pas si elle peut pas. Enfin, il y a plein de questions qui restent en suspens, mais elle a deux faces un peu, hein, l'emprise. Hein. Elle est du côté de l'auteur avec des attitudes et des mécanismes, et du côté de la victime avec quand même un résultat. Maintenant, c'est voilà, quels sont les résultats nécessaires pour qu'on parle d'emprise et quelles sont les attitudes du côté de l'auteur. Moi, j'ai plutôt eu véritablement la sensation que l'auteur met en place une coercition, une domination, un pouvoir, mais la spécificité de l'emprise dans la relation parentale, c'est que ce pouvoir, il existe par le biais de l'autorité parentale. Donc moi, ce qui m'a gêné dans l'emprise, c'est que le parent a un pouvoir sur son enfant. Le parent doit contrôler son enfant. Ça fait partie de ses fonctions parentales. Donc, pour pouvoir distinguer l'autorité parentale de l'emprise, j'exagère, hein, je tire un gros trait, c'est euh, le fait que le contrôle, le pouvoir, n'est pas exercé dans l'intérêt de l'enfant. Il est exercé dans un intérêt qui est personnel. Donc, vous m'arrêtez si vraiment je dis n'importe quoi. Et du côté de l'enfant, eh bien, ça va créer effectivement une soumission parce qu'il est potentiellement dans la peur, donc un manque de sécurité, un manque de réponse à ses besoins, une violence psychologique qu'il vit en fait. Et ça peut aller jusqu'à la rupture des liens avec l'autre parent, une éventuelle mise en danger, une dégradation de sa santé. Et donc, une véritable situation pour moi de danger de l'enfant qui justifie véritablement une prise en charge urgente, un accompagnement familial pour permettre à la personne qui met sous emprise déjà une prise de conscience. Et il faut permettre à l'enfant aussi de pouvoir, je ne sais plus la formule que je vous avais sortie au tout début, c'est vraiment une formule, je crois, de la CEDH que j'avais vue, de, je trouvais, un sas de déconditionnement, de créer un sas de déconditionnement de cette mise sous emprise pour pouvoir éventuellement, petit à petit, restaurer un lien avec des mécanismes sains cette fois-ci, si cela est possible. Voilà comment je conclurai. Mais après, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais il est déjà très tard. Donc, c'était pour essayer de faire une forme de conclusion. Alors simplement, en n'oubliant pas que dans on parlait d'accompagnement, je pense que ça rejoint les problématiques d'attachement dont parlait Fabien. On penserait plus à proposer des accompagnements individuels au niveau du parent qui met le parent coercitif
que médiation ou thérapie familiale. Parce que la thérapie familiale peut être un lieu magnifique d'exercice et de jouissance pour le parent qui met sous emprise, hein. Voilà, faut pas qu'on soit dans la contradiction avec les possibilités de médiation et de thérapie familiale dans le cas d'emprise. Parce que l'emprise est une violence, hein. Donc moi, je fais référence à ce que Fabien nous avait dit sur une des hypothèses, mais il y en a certainement beaucoup d'autres, hein, ces problématiques d'attachement et où il nous avait cité l'article qui invitait plutôt à accompagner le parent, accompagner d'abord l'enfant évidemment, soutenir le parent dont l'enfant a été éloigné, dans ce cadre-là, hein, et puis à proposer un accompagnement, mais individuel ou groupal, si le parent le supporte, et le thérapeute aussi d'ailleurs, pour travailler les souffrances qui l'ont emmené à être dans l'emprise, quoi. Mais il faut Ouais. avoir un courage et un moral d'acier, hein, ce que nous avons. Oui, oui, donc ça c'est important que tu évoques, c'est-à-dire, et ça c'est vrai que vous l'aviez bien mis en évidence dans le mécanisme du couple, c'est-à-dire que finalement tous les outils collectifs et tout particulièrement la médiation, ils sont pas possibles tant que la personne n'a pas travaillé sur elle-même en fait et sur ses propres problématiques d'attachement que ça va pouvoir renvoyer chez elle. Et là, en l'occurrence, tu dis la même chose, c'est-à-dire que dans un mécanisme d'emprise parentale, il faut d'abord travailler l'accompagnement de l'enfant, la mise en sécurité de l'enfant d'un côté, et parallèlement le soutien aux parents de manière individuelle pour venir travailler ce qu'il a mis en place dans ce mécanisme d'emprise. Parce qu'à mon avis, dès que tu sors du déni, il y a un travail qui peut être fait. Donc ça, c'est purement personnel comme affirmation, pas du tout juridique ni scientifique. Mais Et oui, oui. la bascule déjà dans la prise de conscience du parent de l'attitude de mise sous emprise de son enfant peut être déjà un premier lot de mise en sécurité, alors que quand on est en mécanisme de déni, c'est encore plus grave et dangereux, me semble-t-il. Mais je peux me Oui, tromper, hein. oui, oui. Et en sachant que le déni est une protection qu'on ne met pas en place consciemment, hein, c'est une protection par rapport à des choses qui sont insupportables et qui D'accord. sont dangereuses pour soi. Donc, c'est quand même très, très difficile en fonction du degré de l'emprise, hein. Après, il faut qu'on pondère ça. Il y a des degrés dans l'emprise. Ok. Il y a Isabelle qui voulait parler et je vais lui laisser très volontiers la parole et après on se fera un petit bonnes vacances. Isabelle? Oui, dans l'absolu, en fait, votre conclusion, elle est très bien, mais enfin, pour moi, c'est un vœu pieux parce que dans les faits, alors d'une part, on a des magistrats qui expliquent que lorsque un parent euh, a été tellement exclu de la vie de l'enfant que au final, l'intérêt de l'enfant, parce qu'on revient quand même à l'intérêt de l'enfant, euh, commande que enfin, si l'enfant se porte bien en étant privé d'un de ses parents, même si on dit qu'à terme, peut-être qu'un jour, ça aura des conséquences, mais au final, on va avoir des magistrats qui vont dire, bah, on va continuer à le laisser en droit de visite médiatisé avec le parent qui pourtant est victime du comportement de l'autre, parce que euh, bah, l'enfant est dans une telle position de rejet, etc., que ça n'est pas dans son intérêt de forcer des relations avec le parent rejeté. Alors pourtant, que le parent rejeté est le parent victime. C'est ma première remarque. La deuxième remarque, c'est que le travail de thérapie familiale, de médiation, de coordination, etc., concrètement, ça n'existe pas dans les outils juridiques qui sont à disposition des magistrats, qu'il s'agisse des juges aux affaires familiales ou des juges des enfants. Donc, le juge des enfants, il va avoir, alors, il a un petit peu plus de marge de manœuvre parce que il peut ordonner des expertises, on peut avoir des services lorsqu'il s'agit de services, de bons services, et malheureusement, c'est pas la majorité, qui vont essayer de travailler auprès des deux parents. Mais au bout d'un moment, moi, j'ai des juges des enfants qui disent, bah, de toute façon, ça n'avance pas parce qu'en fait, les services sociaux ne sont pas
ne sont pas là pour faire de la thérapie familiale et il n'y a pas d'organisme au sein de l'aide sociale à l'enfance qui puisse mettre en place et obliger la famille à suivre des thérapies familiales. Et donc, les juges des enfants, au bout d'un moment, ils disent, bah, de toute façon, ça avance pas. Donc, on ne peut rien faire et on lève la mesure d'assistance éducative parce que ça n'avance pas. Et moi, je n'ai, alors sauf une fois où il y a eu une menace de placement de l'enfant, et c'est ce qui a permis de calmer les parents et de les remettre dans un bon état d'esprit. Mais sinon, je n'ai jamais vu le moindre placement lorsque on avait des situations que moi j'estime être de l'emprise parce que un parent est totalement rejeté par l'enfant sans qu'il y ait des éléments objectifs et concrets qui transparaissent de la situation, mais qui résultent très certainement d'une séparation extrêmement conflictuelle. Et donc, euh, moi, là, enfin, des fois, je l'utilise, hein, je dis dans mes plaidoiries, j'évoque la coordination parentale en disant, dans ce dossier, il faudrait une coordination parentale. Et là, j'ai des magistrats qui me regardent avec des gros yeux en me disant, c'est quoi? Donc voilà, je ne vois pas. La conclusion, c'est effectivement celle que vous indiquez, enfin d'avoir l'attribution de l'exercice exclusif au seul parent victime, mais ça concrètement, on ne l'a jamais parce que on va invoquer l'intérêt de l'enfant en disant que ça n'est pas dans son intérêt. Donc voilà, moi je suis très sceptique en fait sur les possibilités d'amélioration de situation euh, lorsqu'elles sont prises. Peut-être trop tard, en fait. Et le problème, c'est que pour les diagnostiquer un peu plus tôt, c'est aussi très compliqué parce qu'on est devant le juge aux affaires familiales et que même si nous, on a des éléments qui peuvent permettre de laisser penser qu'il y a des situations d'emprise, le problème, c'est qu'il faut qu'on ait des choses beaucoup plus concrètes, des certificats médicaux, des attestations de psy qu'on a très, très peu souvent pour obtenir des expertises psychologiques qui vont pouvoir mettre en avant ces éléments-là. Voilà. Alors, c'est très vrai, hein, Isabelle, malheureusement, entre le terrain et la théorie, il y a un monde. Enfin, il y a un monde d'abord parce que il y a très peu de moyens, aussi bien du côté de l'ASE que du côté judiciaire, pour pouvoir même ordonner des expertises. Enfin, vous les comptez sur les doigts de la main. Bon, après, il y a une possibilité, je pense, qui est infime, mais qui est que la notion d'intérêt de l'enfant du côté JAF, elle est quand même appréciée en oubliant de travailler sur les besoins fondamentaux. Enfin, c'est une notion enfin, sur lesquelles il faut ensuite vraiment tout faire pour pouvoir ramener le discours de l'intérêt de l'enfant à travers les besoins fondamentaux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, si l'enfant va bien partout et qu'il n'y a de manière extérieure, sans pouvoir le faire constater par rien, aucun indice de mal-être ou de dégradation de sa santé physique ou psychique ou autre, là, il y a quelque part une forme d'impossibilité de faire autrement que de subir la situation. Parce que si vous n'avez quelque part pas de résultat du côté de l'enfant, de résultats négatifs, hein, qui viennent attester d'une nécessité de bouger les lignes, voilà, problème de nourriture, problème de relationnel avec les autres, à l'école, des résultats scolaires, une peur terrifiante, des nuits coupées, une énurésie, enfin j'en sais rien, il faudrait qu'on m'aide à faire la liste, mais si on n'a absolument rien du côté de l'enfant dans cette situation qui viendrait caractériser en fait euh, eh bien le clivage dans lequel il se situe, la mise en danger dans lequel cette emprise le met, ben vous avez aucun outil, vous aurez rien pour obtenir. Par contre, si on déplace et qu'effectivement il y a des signes dans lesquels l'enfant va mal, à ce moment-là, il faut travailler sur ses besoins fondamentaux et expliquer à quel point il est dans une situation de danger et à quel point ce danger doit être immédiatement travaillé. Parce que sinon, les choses vont aller de pire en pire. Bon, voilà. Mais c'est sûr que dans les deux exemples que vous avez donnés, il y a un exemple où vous avez l'air d'avoir dit que tout allait très bien et qu'il n'y avait absolument rien qui laissait transparaître une mise en danger de l'enfant ou un mal-être de l'enfant. Là, j'avoue que j'ai pas de solution, j'en vois pas et je vois pas comment c'est possible.
Par contre, quand il y a des mises en danger, qu'il y a des situations qui montrent des signes de mal-être, d'insécurité, oui, de résultats sur l'enfant, là, il y a la possibilité, je pense, de travailler. Et la question de la menace du placement que vous avez évoquée, c'est un outil. Très clairement, c'est un outil. Parce qu'on ne peut pas imposer aux parents de suivre des soins. Il n'y a pas des obligations de soins qui sont imposées ni devant le JAP, ni devant le JE, mais sauf erreur de ma part, par contre, ils ont la possibilité de prononcer un placement. Et donc, cette menace-là du placement, si vous ne faites pas, à un moment donné, on va être obligé de. Voilà. Moi, j'ai vu quelques décisions de placement, mais sur des plus grands, pas sur des petits, placements au sens internat. Imposer la mise en situation où l'enfant est en internat pour pouvoir créer ce sas de déconditionnement et mettre en place ensuite des droits de visite médiatisés. Mais c'est très peu. Bon, je crois que du coup, on s'arrêterait pas, mais il est 15h31, donc je vais faire office de maître du temps parce que voilà, on a fait nos 2 heures de séance. Vraiment un grand, grand, grand merci pour votre participation. Merci à toi. Merci à Ben, toi, Caroline, c'était très intéressant. Et merci à ben, merci à tous et à toutes vraiment voilà, pour ces échanges. Je sais pas si on ressort tous avec des choses plus claires. Moi, je suis pas complètement sûre d'être plus claire, mais en tout cas, j'ai beaucoup plus de matière qui m'amène encore plus de questions et c'est ça qui est passionnant. Merci, merci beaucoup à tous. De très bonnes vacances à tous. Et voilà, je vous souhaite. Je pense que je referai un rendez-vous, mais je sais pas trop quand. Vous savez qu'on avait bloqué normalement tous les jeudis, les deuxièmes jeudis du mois, pour pouvoir se les bloquer dans nos agendas, histoire que ça soit un atelier, soit un séminaire. Enfin, donc, sachez que ça restera ces créneaux-là, hein, deuxième jeudi du mois, pour pouvoir trouver des temps d'échange et de rencontre. Je profite de vous avoir si vous avez besoin aussi qu'il y ait, non pas un atelier de travail, mais une présentation sur un sujet précis. On a dit voilà, qu'on serait tout à fait partant pour pouvoir en faire, en essayant de répondre à vos besoins aussi. Donc, si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez qu'on fasse venir un intervenant ou que un de nous du CIRPA intervienne, eh bien, n'hésitez pas. On aimerait, voilà, faire ces séminaires en les faisant gratuits pour les adhérents et payants pour l'extérieur. Voilà. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous faire remonter vos souhaits, vos besoins, vos intérêts. Ouais. Ce Non, sera mais toujours sur cet horaire-là, parce que je mettais, oui, ouais, c'est ouais, mieux non, que le mais c'est mercredi, normal, parce que hein, quand c'est on normal. travaille avec les enfants, le mercredi, c'est quand même une Prends pas du journée tout la tête avec tout ce Toujours qui sur se passe, cet c'est vraiment horaire-là, sur normalement. ta 13h30, capacité un peu 15h30, quoi. aux Un questions petit qu'on peu va se poser. Mais avant, mais à là, chaque fois, pour sinon, l'instant, ça veut dire que les gens mangent tu te pas. laisses un peu guider. Donc, Ça Non, marche, c'est ça nous parfait, manette, c'est hein, t'inquiète parfait. pas. bon, bah, super. Oui, oui, oui. Merci Encore un beaucoup petit peu. à toutes et tous. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.